Il y a de nombreuses années, ce monde était autrefois beau et paisible. Tout a basculé un jour, quand des donjons et des royaumes secrets sont apparus en abondance, accompagnés de monstres. Le monde était au bord de la destruction, mais les humains ont également acquis des pouvoirs extraordinaires. Ils ont acquis la force d'affronter les monstres avec facilité. L'apparition des changeurs de classe a permis à certaines villes humaines de survivre. Dans le parc central avant le sanctuaire de la forêt, un professeur informait les étudiants de la menace des monstres. Il a dit que c'était parce que tous les changeurs de classe n'avaient pas la capacité d'affronter les monstres. De derrière, quelqu'un s'avança pour écouter la discussion du professeur. C'était un garçon aux cheveux blancs nommé Héros, qui regardait sérieusement devant lui. Il plissa les yeux avec sérieux et resta sans voix, serrant les poings. Il se souvint d'un souvenir de son enfance. À l'époque, on lui avait dit que sa résistance était un gaspillage du talent de sa sœur. Ces hommes ont emmené sa sœur, disant que c'était eux qui protégeaient le monde, et non lui. Soudain, tout le monde se tourna pour le regarder quand quelqu'un le reconnut comme le génie Héros. Il afficha un sourire poli et salua tout le monde, disant qu'il ne semblait pas être trop en retard. De derrière la foule, quelqu'un s'excusa soudainement et demanda de faire place. C'était une mage de flamme aux cheveux roux nommée Eula, demandant avec colère pourquoi Hiro était arrivé si tard. Elle l'a même nargué en disant qu'il avait peut-être obtenu une profession horrible et qu'il avait trop peur de se montrer. Hiro lui a seulement dit qu'il n'existait pas de profession terrible. Il n'y a que des gens terribles. En l'entendant dire ces mots, Eula ne put s'empêcher de le taquiner sur le fait qu'il n'avait pas d'amis avec qui faire équipe. Mais imperturbable comme il l'était, Hiro s'en moquait, car il n'avait de toute façon pas l'intention de faire équipe avec qui que ce soit. Ce n'est pas un problème pour lui, car avoir une équipe signifie partager l'expérience acquise. Eula le regarda, pensant qu'il était vraiment têtu et décida qu'elle ne le sauverait pas si quelque chose tournait mal. Mais s'il était prêt à faire preuve d'humilité, elle a dit qu'elle était prête à l'accepter, lui et son équipe. Pendant ce temps, les autres étudiants chuchotaient qu'il n'était peut-être pas aussi fort qu'eux. Le professeur a ensuite vérifié si tout le monde était prêt, car le royaume secret avait été activé. Le délai pour eux est de 3 jours, durant lesquels ils doivent atteindre au minimum le niveau 3 pour être qualifiés comme chasseurs de monstres. De plus, la zone d'évaluation est limitée aux 3 couches extérieures et franchir la frontière est très dangereux. Dès le début de l'évaluation, Ira ne perdit pas de temps et courut directement vers la zone de test. Eula était furieuse, se demandant pourquoi cet homme était si compétitif. Ils se mirent à courir à l'étage, et en un rien de temps, il réussit à atteindre la scène. Les autres étudiants ne purent s'empêcher d'être étonnés par sa vitesse. Admirant sa condition physique, la plateforme de téléportation commença à s'activer, fixant la destination au sanctuaire de la forêt. Il affichait un air déterminé alors que le compte à rebours de la téléportation commençait. Bientôt, un vortex de lumière bleue se mit à tourbillonner et l'aspira. Instantanément, il se retrouva dans le périmètre du sanctuaire de la forêt. 2 professeurs attendaient, se demandant jusqu'à quel niveau les étudiants pouvaient monter. Ils accordaient une attention particulière à Eula, pensant que sa profession de mage de flamme lui donnait un avantage. Ils pensaient aussi à Hiro, qui avait subi des phénomènes célestes et obtenu la profession de nécromancien, mais ils le jugeaient médiocre. Et les morts vivants qu'il peut invoquer ne sont comparables qu'à des monstres de 2e niveau. Pendant ce temps, Hiro remarqua un mouvement subtil dans les buissons derrière lui. Un lapin monstrueux apparut, rugissant alors qu'il se lançait sur lui pour l'attaquer. Hiro reconnut immédiatement la présence du monstre. Il sortit sa lame, pensant que ce serait parfait pour s'échauffer. D'un seul coup, il parvint à abattre le lapin. Il tomba au sol à ses pieds, gémissant et inconscient. Une notification l'alerta alors qu'il avait gagné 5% d'expérience en tuant le lapin. Il soupira alors, soulagé de pouvoir s'occuper seul d'un monstre sauvage de niveau 1. Dans ce monde, tout le monde peut entrer dans la tour de changement de classe à l'âge de 18 ans. Ensuite, ils peuvent soit continuer comme des gens ordinaires, soit participer à l'évaluation pour devenir chasseurs. Hiro a choisi de devenir un professionnel, non pas par un quelconque esprit noble ou pour gagner beaucoup d'argent. C'est parce qu'il a vu sa famille lui être enlevée, un par un, alors qu'il était impuissant. Il a ressenti sa propre faiblesse et a appris que la loi ne pouvait pas protéger les personnes qu'il aimait. C'est sa motivation. Il veut devenir quelqu'un d'assez fort pour protéger ce qui lui appartient. En continuant son exploration, il rencontra un écureuil gris de niveau 2. Il se demanda pourquoi il avait rencontré un monstre qui n'était pas censé apparaître si rapidement. Affronter un monstre de niveau 2 n'est pas quelque chose que l'on peut gérer facilement. Avec ça, il n'a d'autre choix que d'invoquer son familier mort-vivant brisé de niveau 1. Le mort-vivant brisé attaqua immédiatement le monstre écureuil sans hésitation. Mais alors, le sol commença à se fissurer et plusieurs autres écureuils gris sortirent des trous. Hiro fut complètement surpris qu'il y ait 3 autres monstres à affronter. Il se demanda pourquoi il y avait autant de monstres de niveau 2 dans cette zone. Il savait que pour affronter ses adversaires le premier jour, la plupart des équipes n'auraient aucune chance. Cependant, son invocation n'est pas limitée à l'appel d'une seule créature. Debout au sommet de la tour de changement de classe, il se souvint des autres étudiants qui méprisaient la profession qu'il avait éveillée.
Il se moquait du fait que ces créatures mortes vivantes étaient presque comparables à une personne ordinaire. Il se souvient que Eola s'est énervé en entendant leurs paroles et les a presque brûlées avec ses flammes. Mais Héro ne pouvait les voir que comme une bande d'imbéciles. Tout comme le groupe de personnes qui lui a enlevé sa sœur à l'époque, ces types ont une vision si courte. Il ne pouvait que serrer les dents de frustration, en disant qu'il n'était pas un simple invocateur de morts-vivants. Il se déclara fièrement le souverain mort-vivant en invoquant ces créatures. Avec eux à ses côtés, s'occuper de ces misérables écureuils gris n'était rien pour lui. À partir de là, les notifications de gains de points d'expérience se succédèrent. Les créatures mortes vivantes continuèrent de repousser les monstres et de les acculer. Mais comme le dit le proverbe, les rats acculés sont prêts à mordre. À la surprise de Héro, ces monstres commencèrent à repousser les créatures qu'il avait invoquées. Il était complètement déconcerté car ces monstres ne devraient pas être plus forts que ces morts vivants. Les rats grincèrent des dents et contractèrent leurs muscles. Ils commencèrent à se transformer. De leur dos sortit une paire d'ailes de chauve-souris. En les regardant, il ne put que déduire que ces monstres avaient monté de niveau. Il ordonna immédiatement à ces morts vivants de se retirer un moment, ce qu'ils firent. Il les envoya ensuite lancer une attaque totale sur le monstre. Tous les trois se sont précipités pour s'occuper du roi des rats de Greywood, tandis que le monstre se préparait à riposter. Mais comme le monstre avait acquis la capacité de voler, ces morts vivants avaient du mal à se battre. Héro décida que si 3 morts vivants n'étaient pas suffisants, il devait en amener 3 autres. 3 autres morts vivants furent alors invoqués, encerclant précisément le roi des rats de Greywood. Leurs attaques combinées réussirent à faire tomber le monstre au sol. Héro plissa les yeux en regardant la bataille en cours. Le monstre était là, fuyant sa meute de morts vivants. Il loua l'intelligence du monstre pour être venu droit sur lui. Mais dommage pour lui, affronter Héro était aussi une impasse. De petites mains sombres émergèrent alors et engloutirent le rat alors qu'il activait sa compétence d'érosion spirituelle. Peu de temps après, le monstre se retrouva dans un espace rempli d'esprits dominateurs qui le regardaient de haut. Il entendit alors une voix lui ordonnant de se soumettre, ce à quoi le monstre commença à perdre connaissance. Une empreinte s'activa alors sur le front du monstre tandis qu'il continuait de se détériorer. Alors que sa tête explosait, il se demanda si c'était vraiment une empreinte placée par d'autres. Il n'arrivait pas à croire que le monstre avait réellement activé son autodestruction. Alors que le monstre gisait à ses pieds, il se demanda ce qui venait de se passer, mais il réalisa rapidement qu'il n'avait pas beaucoup de temps et devait prioriser l'atteinte du niveau 6. En avançant, il se jura silencieusement de rattraper bientôt sa sœur. De l'autre côté de la forêt, d'autres étudiants étaient occupés à affronter un monstre différent. Le sanglier monstrueux fonça droit sur eux, et ils eurent du mal à le gérer. Pour les sauver, Eola activa ses points de flamme contre le monstre. En un instant, tout ce qu'ils entendirent fut un rugissement d'agonie alors que le monstre était brûlé par les flammes. Et c'est ainsi que leur équipe a vaincu un sanglier cuirassé de niveau 3. Cela a demandé beaucoup d'efforts, mais ils ont finalement réussi à s'en occuper. Eola a même fièrement déclaré qu'elle visait à chasser un monstre de niveau 5 avant la fin de l'évaluation. Mais Ogé et Yana ont exprimé qu'ils ne pourraient peut-être pas suivre son plan. Soudain, le sol se mit à trembler et tous les trois furent alarmés. Ils en déduisirent que ce n'était pas un tremblement de terre, mais plutôt quelque chose qui approchait. Des arbres surgit un monstre imposant fait de roches. Après s'être montré entièrement, il fut révélé qu'il s'agissait d'un singe de pierre de niveau 6. Ogé suggéra rapidement de se disperser car ce serait grave si ce monstre les prenait pour cible. Mais à cause d'une peur accablante, les genoux de Yana cédèrent et elle s'effondra au sol. Elle ne pouvait pas se tenir debout. Ses jambes tremblaient de peur. Elle cria alors que le singe de pierre commençait à s'approcher d'elle. Il fixa son regard sur elle et la reconnut comme une cible, tandis que Ogé et Eola étaient alarmés. Sans hésitation, Ogé s'avança rapidement pour encaisser les dégâts du monstre. Ils serrèrent les dents en se préparant à l'impact du monstre qui approchait. Ogé se souvint de ses grands-parents, ainsi que de sa promesse de rentrer sain et sauf. Le monstre serra les poings et se prépara à les frapper, mais Ogé était déterminé à ne pas reculer et à protéger sa coéquipière. Au moment de l'impact, la poussière et la fumée s'élevèrent du sol tandis que Eola appelait ses coéquipiers avec inquiétude. Mais à la surprise du singe de pierre, un monstre mort-vivant bloquait déjà son poing avec rien d'autre que sa faux. Ogé et Yana étaient tous deux surpris, se demandant ce qui venait de se passer. De derrière surgit alors Hiro, surprenant Eola par son arrivée soudaine. Il se tenait là, tandis que Eola se demandait depuis quand il était arrivé. Il ne répondit pas, mais commença plutôt à prêcher sur la protection de ceux qu'il voulait protéger. Alors que sa créature morte vivante déchiquetait le corps du singe de pierre avec aisance, il dit que c'était le travail d'un professionnel. Eola fut surprise de le voir vaincre un monstre de niveau 6 d'un seul coup. Le monstre reconnut sa défaite et se retira dans la forêt. Il fit demi-tour, n'ayant pas l'intention de revenir les déranger. Eola se tourna frénétiquement vers Hiro pour l'interroger sur la faucheuse, pour être surprise de sa disparition soudaine. Se souvenant que ce n'était pas la puissance qu'il avait montrée à l'époque, elle se demanda quelle était la véritable force de Hiro. Eola se précipita pour vérifier l'état de ses coéquipiers, et Ogé l'assura qu'il allait bien. Mais en entendant que Ogé l'avait taquiné, Yana était un peu énervée. Eola leur demanda alors s'il avait vu Hiro,
ce à quoi Auger répondit qu'il l'avait vu se diriger dans la direction où le singe de pierre courait. Auger et Yana se demandèrent tous deux s'il allait l'achever après que la faucheuse le blessait. C'est alors que Eula leur demanda s'ils se souvenaient de la profession de héros lors de la cérémonie de changement de classe. Ils échangèrent un regard en se rappelant qu'il était un invocateur de morts-vivants, mais furent ensuite surpris quand ils réalisèrent enfin ce qui se passait. Eula déteste l'admettre, mais elle n'a pas le choix et doit le reconnaître. Il y a de fortes chances que Héros soit probablement plus fort qu'aucun d'entre eux ne pourrait l'imaginer. Pendant ce temps, on vit le singe de pierre en fuite se retirer vers les montagnes. Mais il ne se doutait pas que Héros l'avait déjà suivi et lui demandait qui le commandait. Le singe de pierre ne fit que lui crier dessus en réponse. Voyant qu'il n'y avait aucun espoir de faire parler ce monstre, il décida de l'utiliser comme sujet de test. Il activa sa compétence de lecture de mémoire, une version améliorée de son érosion spirituelle. Le singe de pierre plissa les yeux alors que la compétence de Héros commençait à faire effet. Une vision d'une silhouette enragée apparut, révélant qu'il était derrière tout cela. En regardant l'empreinte sur sa poitrine, Héros reconnut que c'était la même que celle sur le roi des rats de Greywood à l'époque. L'entité, le boss du donjon, posséda le singe de pierre et demanda si Héros était l'humain qui avait tué plusieurs de ses généraux. Héros resta imperturbable et confirma si c'était bien lui qui tirait les ficelles en coulisses. Le boss du donjon ne répondit pas et déclara simplement qu'il était un monstre de niveau roi que Héros ne pourrait jamais vaincre. Mais aux yeux de Héros, il n'est rien d'autre qu'un misérable tas de points d'expérience qui le fera grandir. Le boss du donjon rit de son arrogance et menaça de dévorer l'humanité une fois réanimé, ce qui énerva Héros et le fit serrer le poing. Sur son ordre, la faucheuse trancha instantanément la tête du singe de pierre avec facilité. Héros déteste vraiment quand les gens le menacent en utilisant son entourage. Mais le boss du donjon ne faisait que posséder le singe de pierre, et par conséquent, son corps original n'était pas vraiment endommagé. Cependant, tuer le singe de pierre lui a rapporté suffisamment de points d'expérience pour atteindre le niveau 6. Avec cela, il était qualifié pour enfin activer son éveil souverain. Lors de l'activation, il se retrouva au milieu d'une tempête d'énergie sombre et menaçante. Il eut alors des visions d'Eula, Yana et Oji. Soudain, tous les trois furent surpris de voir quelque chose devant eux. Devant eux se tenait une créature massive ressemblant à un serpent et la silhouette d'un homme mystérieux. En le regardant, Héros fut surpris en réalisant que c'était le véritable empereur. Des étincelles violettes et une créature ressemblant à un dragon furent vues se profiler à travers les nuages. Parmi la foule curieuse qui observait cette apparition d'Enba se trouvait une femme mystérieuse. Elle se contenta de sourire et d'ajuster sa casquette en reconnaissant qu'il s'agissait d'un second éveil. Elle se retourna alors pour partir, disant que c'était dommage qu'il ait dû quitter la ville. De retour au sanctuaire de la forêt, les professeurs étaient à la fois excités et anxieux à propos du second éveil. Ils trouvèrent étrange que quelque chose semblait bloquer l'activation de la pierre spatiale. Ils avaient déjà tout essayé, mais le passage ne réagissait toujours pas. Les professeurs craignaient que cela ne soit pas temporaire et que le royaume secret semble s'être fermé de manière permanente. Pendant ce temps, la grande cérémonie sacrificielle est enfin terminée et les humains ne peuvent plus s'échapper. Le boss du donjon ordonna à ses serviteurs de déchaîner le chaos puisque personne ne les dérangerait plus. Pendant ce temps, un groupe d'étudiants se promenait nonchalamment dans les forêts. Alors qu'ils marchaient, l'un d'eux remarqua quelque chose derrière. Quand ils regardèrent, ils virent un ogre imposant qui les fixait. L'ogre de niveau 6 rugit, les effrayant tous les trois. Pendant ce temps, on entendit aussi un grand bruissement dans les buissons. Un monstre ressemblant à un serpent en sortit et s'enroula autour des étudiants. Un autre groupe rencontra une meute de loups et fut acculé contre un arbre. Il y avait aussi des étudiants qui furent pris dans des toiles d'araignée. Pendant ce temps, les professeurs essayaient toujours d'ouvrir le royaume secret, mais sans succès. Ils paniquaient à l'idée que les étudiants à l'intérieur ne pourraient pas sortir. Le professeur décida d'éteindre son appareil après s'être jugé impuissant. Il s'approcha de la plateforme de téléportation, disant qu'il ne pouvait qu'espérer que les étudiants à l'intérieur du royaume secret puissent vaincre le cerveau derrière tout ça. Pendant ce temps, Héros réussit à compléter son éveil souverain et changea sa classe pour celle de souverain mort-vivant. Il obtint la compétence active unique de niveau divin appelée pouvoir souverain. Il entendit également la voix déclarer qu'il avait obtenu la compétence passive de niveau divin, volonté indomptable. La voix continua d'expliquer les objectifs de ses compétences, ce qui l'amena à se demander qui parlait. La voix révéla alors qu'il s'agissait de l'esprit du système professionnel de niveau divin, surprenant Héros. À sa plus grande surprise, il fut révélé que cet esprit était un ange déchu. L'ange déchu révéla qu'il était capable de différentes choses, y compris de scanner la zone à la recherche de signes de vie. Héros ordonna à l'ange déchu de commencer à scanner la zone. Il lui dit alors qu'il y avait 4 signes de vie, ce qui fit penser à Héros que c'était peut-être l'équipe d'Eula. Il lui demanda d'être plus précis, mais il répondit en utilisant son esprit vengeur. Sa main brilla d'une énergie sombre, invoquant 3 esprits vengeurs devant lui. Il leur ordonna alors de fouiller la zone, ce qu'ils firent instantanément en se dirigeant vers la forêt. Héros s'assit et décida d'essayer sa nouvelle capacité. Il ferma les yeux et partagea une vision avec l'un de ses esprits. Ses yeux se mirent à luire, amusé par la situation. Il analysa son esprit,
étant maintenant capables de partager leur corps. L'un des esprits sembla détecter quelque chose, l'incitant à s'interroger. Il fut choqué de voir une terre brûlée par un incendie, pensant que c'était l'équipe d'Eola. Il demanda alors à l'ange déchu de scanner à nouveau la vie, mais la réponse fut 0. Il était perplexe, car cela n'avait pris qu'une demi-minute pour disparaître si vite. Il remarqua aussi qu'il n'y avait aucune empreinte de pas ni aucun signe de départ. Il se leva brusquement, refusant de croire qu'il avait tout simplement disparu. Il se rappela que Eola avait une profession rare et que les monstres de bas niveau ne pouvaient pas être une menace pour eux. Il serra les dents, pensant que quelque chose s'était vraiment produit. Il se souvint alors de la menace du boss du donjon à leur encontre, pensant que c'était de sa faute. Il s'arrêta net, réalisant que le boss du donjon contrôlait entièrement le royaume secret où il se trouvait. Des vrilles sombres s'enroulèrent soudainement autour de sa main, invoquant tous ces esprits vengeurs depuis le sol. Agenouillés au sol, ces esprits vengeurs encerclèrent la zone. Avec une détermination féroce, il leur ordonna à tous de nettoyer l'intégralité du royaume secret. Yana ouvrit lentement les yeux, entendant quelqu'un l'appeler. Ogé semblait inquiet, lui disant de se réveiller. À l'intérieur de la caverne sombre, les chasseurs étaient confus et se posaient des questions les uns aux autres. Le boss du donjon leur souhaita la bienvenue, captant toute leur attention. Une énergie rouge apparut soudainement, forçant les deux étudiants à reculer. Ils remarquèrent tous alors une immense statue qui se dressait devant eux, pensant que c'était elle qui parlait. Leurs bouches s'entr'ouvrirent en entendant qu'il s'agissait d'un autel sacrificiel. Le boss du donjon afficha un large sourire, entouré de ces monstres de pacotille. Les chasseurs se mirent à se disputer, disant que ce devait être le boss du donjon. Le boss du donjon commença à exprimer sa haine, disant que les humains les avaient tous piétinés. Leurs visages devinrent visiblement effrayés en entendant cela. Désignant l'autel, il leur ordonna de lui jurer fidélité. Les chasseurs reconnurent que c'était le monstre du livre d'histoire. Le boss du donjon leur annonça fièrement qu'il avait recréé l'autel, ajoutant qu'il obtiendrait du pouvoir une fois dessus. Les autres regardèrent là, l'incitant à y aller, mais elle refusa. Le boss du donjon révéla que tous les monstres présents provenaient de sa magie. Avec un large sourire narquois, il révéla que seuls les humains pouvaient absorber complètement le pouvoir, car le seigneur du désastre était autrefois un humain, ce qui fit réagir les chasseurs avec stupeur. Levant la main, le boss du donjon révéla la véritable nature des humains. Il leur demanda alors s'ils choisissaient de survivre ou de mourir, ce qui fit réfléchir le garçon aux cheveux jaunes nommé Goku. Il commença à marcher vers l'escalier, alertant les gens autour de lui. Un autre commença à l'interroger, mais il répondit simplement qu'il voulait devenir plus fort. Une explosion retentit soudainement à l'étage, les forçant à se préparer. Goku tourna brusquement la tête. Eola le traita d'idiot tout en levant sa main enflammée, car cela semblait être un piège. Goku ricana, disant que ceux avec des professions rares comme Eola pouvaient devenir plus forts plus rapidement. Lui tournant le dos, il décida d'y aller même si c'était un complot, car c'était une chance pour lui. Ogé dit à Eola de laisser tomber, car il n'écouterait pas. Goku bondit et atterrit devant la statue. Il écarta les bras, demandant à devenir un protagoniste. Le boss du donjon gloussa d'amusement en attendant que cela se produise. Soudain, la statue laissa échapper une fumée cramoisie de sa bouche. Elle engloutit le garçon qui était si impatient de devenir plus fort. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il sentait l'énergie circuler dans son corps. Il se mit alors à rire tandis que sa silhouette se transformait au milieu de la fumée. Le corps de Goku devint massif et rouge alors qu'il se transformait en démon déchu de niveau 7. Les chasseurs remarquèrent qu'il était vraiment devenu plus fort, mais son apparence avait changé. Le boss du donjon lui ordonna de prouver sa loyauté, ce qui incita le garçon à demander comment il pourrait le faire. Le visage du boss du donjon se crispa alors qu'il lui ordonnait de tuer tous les humains à l'intérieur, l'incitant à leur faire face et à saisir son épée dans son dos. Goku n'avait plus rien d'humain, que ce soit dans sa forme ou son apparence. En le regardant, ses camarades de classe étaient furieux qu'il ait trahi l'humanité. Pendant ce temps, le boss du donjon et les monstres semblaient apprécier le spectacle des humains ressentant la peur. L'une de leurs camarades populaires nommée Zina le menaça alors de tout dire à son père s'il aidait les monstres, ce à quoi Goku ne répondit que par un regard glacial, sans dire un mot. Goku sauta de l'autel et atterrit devant ses camarades, les terrifiant. Il prit alors la parole, disant qu'il semblait avoir mal compris la situation. Sans crier gare, il frappa immédiatement Xena au visage. Tout le monde fut complètement surpris, pensant que Goku l'avait tué. De toutes les choses que Goku détestait, ce sont les gens arrogants qui l'agaçaient le plus. Tout le monde paniqua et s'enfuit en réalisant que Goku était sérieux à l'idée de les tuer. Eola exhorta tout le monde à ne pas fuir et à coopérer, mais ils étaient trop effrayés. Un par un, ils sautèrent de la plateforme, essayant désespérément de s'échapper. Goku fonça sur eux tel un éclair cramoisi, semant le chaos. Il lança de multiples projectiles vers les étudiants, les touchant tous avec succès alors qu'ils s'enfuyaient. L'une des filles trébucha même et tomba alors qu'un projectile approchait. Heureusement, un anneau de flamme fut conjuré pour bloquer l'attaque. Goku serra les dents, se demandant ce qui venait de se passer. Il vit alors que c'était Eola, se préparant pour un autre assaut. Enragé,
Goku explosa d'une puissance cramoisie écrasante alors qu'il se préparait à attaquer. Il était confiant que sa forme démoniaque pouvait maintenant affronter Eula. Mais cette dernière activa son armure de plume de phénix pour bloquer. Cependant, l'attaque de Goku était si puissante que Eula eut du mal à la bloquer. Elle fut projetée en arrière, et heureusement, Oji et Yana la rattrapèrent. Goku sourit, déclarant avec assurance qu'il n'était pas assez bon pour l'arrêter. Eula et son équipe se demandaient quoi faire pendant que Goku continuait d'étaler sa puissance. Eula décida qu'il devait gagner du temps jusqu'à l'arrivée des secours. Oji était hésitant, car il n'y avait personne pour les secourir, mais Eula croyait qu'il avait encore de l'espoir. Après tout, il leur restait Hiro qui était à leur recherche. Alors que l'invocation de Hiro traversait la barrière, il découvrit enfin grâce à son partage sensoriel qu'elle avait été dissimulée. Pas étonnant qu'il n'ait pas pu trouver le nid après toutes ses recherches. Le boss du donjon fut alors surpris de voir son monstre revenir sans son ordre. Il rapporta alors qu'un humain à l'extérieur avait tué tous les démons. Le boss du donjon était furieux, mais il savait que le moment critique n'était pas encore venu. Mais en regardant Goku, il savait que l'élimination des humains ne prendrait pas longtemps. Goku perdait déjà la raison, corrompu par le pouvoir démoniaque. Eula et son équipe se demandaient pourquoi il était devenu comme un monstre. Eula était également à court de pouvoir. Elle avait déjà atteint sa limite. Elle s'effondra au sol, regrettant de ne plus pouvoir rattraper Hiro. Soudain, une puissante explosion retentit au-dessus d'eux. L'attention de Goku fut attirée par un projectile qui s'approchait de lui par derrière. C'était Hiro, s'excusant d'être arrivé en retard, alors que sa lame transperçait la poitrine de Goku. Goku resta là, grognant en regardant la lame qui sortait de sa poitrine. Hiro atterrit alors avec panache tandis que Goku tombait au sol. L'équipe d'Eula le regarda avec surprise, l'appelant par son nom alors qu'il se tenait devant eux. Les yeux de Hiro balayèrent les lieux, remplis des cadavres de ses camarades de classe. La culpabilité le frappa de plein fouet alors qu'il s'excusait d'être arrivé trop tard. Il fit face au boss du donjon tout en disant à Yana de s'occuper de soigner Eula. Le boss du donjon menaça Hiro pour avoir tué le successeur du seigneur du désastre, mais Hiro n'était pas du tout intimidé par son pouvoir. Enragé, le boss du donjon donna immédiatement des ordres à ses subalternes. Les démons étaient ravis d'être chargés de tuer les humains restants. Bien que connaissant la force de Hiro, Oji était inquiet et s'avança pour l'aider. Mais Hiro l'assura qu'il ne se battait pas seul. Oji comprit mal, pensant qu'il s'attendait à ce qu'il combatte à ses côtés. Hiro lui tira l'épaule et clarifia qu'il ne voulait pas dire ça. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il pouvait invoquer sa propre armée de puissants morts-vivants. C'étaient ses invocations contre les spires du boss du donjon, se faisant face dans une confrontation tendue. La guerre totale éclata en un rien de temps, plongeant tout l'endroit dans le chaos. Oji remarqua que ces monstres de haut niveau n'étaient pas à la hauteur des invocations de Hiro, mais Hiro savait que le boss préparait encore quelque chose. Il supposa qu'il n'avait peut-être jamais eu besoin d'un successeur au départ. Il comprit alors qu'il prévoyait d'utiliser la marque pour contrôler indirectement le pouvoir du seigneur du désastre. Mais soudain, Goku ressuscita en tant que seigneur du désastre et l'attaqua à l'estomac. Yana l'appela d'un air inquiet en voyant cela, tandis que le boss du donjon gloussa en le félicitant d'être un humain intelligent. Hiro eut un haut le cœur alors que le monstre expliquait que sa supposition était juste. Les invocations de Hiro commencèrent à se désintégrer alors qu'il subissait de lourds dégâts. Pendant ce temps, le boss du donjon devenait plus fort en exploitant le contrat qu'il avait établi avec le seigneur du désastre. Il déchaîna une attaque vers Hiro, le faisant tomber au sol. Les autres l'appelèrent avec inquiétude alors qu'il semblait avoir perdu connaissance. Maintenant, le boss du donjon ordonna à ses serviteurs de lui offrir leur pouvoir. Les monstres obéirent sans un mot, libérant leur pouvoir pour lui. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'un mort-vivant avait réussi à se faufiler derrière lui. C'était Hiro lui-même, qui utilisait le mort-vivant comme avatar. Le boss du donjon fut complètement surpris de voir que Hiro n'était pas mort. Il ne perdit pas de temps et lança immédiatement son attaque. Le boss du donjon fut coupé en deux, mourant en se demandant comment un simple humain pouvait être si puissant. Ensuite, la conscience de Hiro retourna dans son propre corps alors qu'il se relevait. L'équipe d'Eula le regarda avec inquiétude alors qu'il déclarait qu'il deviendrait encore plus puissant. Soudain, un cristal violet flotta devant lui. Il le regarda et demanda si c'était un objet laissé par le boss. L'ange déchu répondit que ce n'était pas un objet laissé par le boss. Soudain, Agi fut alarmé en remarquant quelque chose. Il dit alors à Hiro de faire attention, car le seigneur du désastre se tenait à côté de lui. Ce n'est qu'à ce moment-là que Hiro réalisa qu'il avait oublié cet ennemi. Le seigneur du désastre ne perdit pas de temps et le frappa immédiatement, coup qu'il esquiva, mais qui fut assez puissant pour le faire glisser en arrière. Il assura à Oji et Yana qu'il allait bien et leur dit de partir en premier. Le seigneur du désastre continua de semer le chaos pendant que les faucheuses de Hiro l'arrêtaient. Il ajouta qu'il ne pourrait pas tenir longtemps, donc il devait quitter les lieux rapidement. Les autres étaient inquiets, mais il leur dit qu'il ne serait qu'un fardeau s'il restait là. Maintenant que la situation en était arrivée là, ils n'avaient d'autre choix que de croire en lui. À l'extérieur du sanctuaire de la forêt, les parents des étudiants se demandent pourquoi l'épreuve prend autant de temps. Ils se rassemblaient pour demander aux examinateurs de leur dire ce qui se passait réellement.
Soudain, la plateforme de téléportation émit une vive lumière bleue. Tout le monde fut surpris de voir que quelqu'un s'était téléporté. Quand ils regardèrent, ils virent que c'était Ogé, Yana et Eula. Ils appelèrent immédiatement les secours, car Eula était blessée. Son père l'appela avec inquiétude en voyant son état. Les autres professeurs demandèrent alors quand les soins médicaux arriveraient. Ils se tournèrent vers Ogé, demandant ce qui s'était passé à l'intérieur et où étaient les autres étudiants. Les larmes aux yeux, il annonça avec regret qu'ils étaient tous morts, surprenant tout le monde. Ils regardèrent alors les parents dont l'anxiété ne cessait de croître. L'ambiance s'assombrit instantanément. Ils n'eurent d'autre choix que de donner aux parents une explication à ce sujet. Pendant ce temps, d'autres chasseurs attendaient à l'extérieur ceux qui sortaient de l'épreuve. Ils semblaient espérer que Hiro soit mort dans ce donjon. Soudain, tout le monde fut surpris quand on annonça que quelqu'un sortait. Ce n'était autre que Hiro, qui s'effondra au sol. Tout le monde paniqua en pensant qu'il était mort. Ogé l'appela avec inquiétude, le suppliant de ne pas mourir. Il ouvrit alors les yeux et leur dit qu'il était toujours en vie. Ogé fut surpris, se demandant s'il avait vraiment vaincu ce monstre, mais il répondit que non. Il était si puissant qu'il n'a pu que l'enterrer dans la grotte. Le professeur le reconnut comme celui qui avait eu un second éveil dans le donjon. Pendant qu'il parlait, une énergie violette traversa soudainement la poitrine de Hiro. Hiro le remarqua et ouvrit les yeux. Il sut que quelqu'un l'avait attaqué en douce. Il sentit aussi qu'il était incapable d'invoquer les morts vivants et demanda à l'ange déchu ce qui se passait. L'ange déchu révéla qu'il était sous l'effet d'une magie interdite. Il fut surpris qu'une telle capacité existe et se demanda qui lui avait fait ça. Le professeur lui demanda alors ce que c'était, ce à quoi il répondit que ce n'était rien. Il trouva alors étrange que la sensation ait disparu à l'instant. Le professeur s'excusa alors de ne pas l'avoir emmené immédiatement recevoir des soins médicaux. Cependant, il devait lui poser des questions afin de pouvoir donner des explications aux familles des étudiants. La nuit tomba si vite. Hiro rentrait chez lui en pensant que c'était enfin terminé. Il se souvint des regards surpris du professeur quand il avait révélé les monstres qu'il avait combattus à l'intérieur. Ils supposèrent qu'une force extérieure avait pu être utilisée dans ce donjon. Hiro demanda alors s'il doutait de son histoire, mais les professeurs étaient des experts en télépathie. Il sourit en se rappelant que la plupart de ce qu'il avait dit était bien vrai, mais son intuition lui disait que le cristal dégageait une aura nécromantique qui ne pouvait être révélée. Soudain, il se retourna en entendant une voix l'appeler par derrière. Il ne perdit pas de temps et invoqua immédiatement son armée de faucheuses. Ces gens le félicitèrent alors d'être capable d'invoquer des familiers de haut niveau. Mais l'homme était un assassin professionnel de niveau 13 et était confiant en sa vitesse. Il prétend que Hiro n'est que vulnérable et l'attaque. Les faucheuses poignardèrent les clones de l'assassin, mais l'assassin original réussit à se faufiler derrière lui. Ne voulant plus être dérangé, Hiro décida de prendre enfin les choses au sérieux. Son aura dominatrice et sinistre engloutit complètement l'assassin dans la terreur. Soudain, quelqu'un intervint et traita l'assassin de déchet. Hiro fut surpris et alarmé en entendant cela. Il se prépara alors à une attaque en réalisant que c'était l'homme qui l'avait attaqué en douce plus tôt. Hiro se prépara au combat, serrant les dents en regardant droit devant lui. L'homme jeta alors l'assassin avec colère pour ne pas avoir réussi à battre un simple gamin. L'assassin rapporta que Hiro était étrange après avoir fait l'expérience de sa compétence plus tôt. Hiro demanda qui étaient ces types, ce à quoi Chan ne donna qu'une minute à l'assassin pour le vaincre. Mais l'assassin dit avec assurance qu'il n'avait besoin que de 30 secondes avec l'aide de Chan. Il a ensuite attaqué Hiro sous tous les angles tandis que ce dernier ne pouvait que bloquer. Hiro sentit son corps se raidir, ne s'attendant pas à ce que l'ennemi soit capable de supprimer la magie. Face à cela, il n'eut d'autre choix que d'activer sa compétence de descente spirituelle. Il vit alors les choses du point de vue de son invocation. Voyant une couche bleue recouvrir son corps, il demanda à l'ange déchu ce que c'était. En apprenant qu'il s'agissait d'une capacité qui lui interdisait d'utiliser la magie, il comprit que c'était grâce aux yeux de Chan qu'il pouvait l'activer. Soudain, la faucheuse surgit rapidement de nulle part. Chan et son acolyte furent surpris en voyant cela. Maintenant, Hiro comprit qu'il devait simplement rester hors du champ de vision de Chan. L'assassin paniqua en voyant qu'il était indemne. Hiro a alors contrôlé la faucheuse pour qu'elle attaque, déclarant que c'était à son tour maintenant. Il lança la lance directement vers la tête de Chan, mais ce dernier se contenta de sourire en protégeant sa tête avec une barrière. Hiro fut surpris en voyant cela. Il fut alors révélé que l'armure de Chan était fabriquée par un artisan de niveau 30. À l'origine, Chan n'avait pas l'intention d'attaquer, mais il avait maintenant changé Davis. Hiro se prépara, évaluant soigneusement la situation, mais de nulle part, son téléphone vibra. Quand il regarda, il vit un message de son frère disant qu'il voulait le voir dans une heure. À cause de cela, il n'eut d'autre choix que de partir immédiatement. Hiro était perplexe face à ce retournement de situation soudain. Ils lui firent alors leurs adieux, mais continuèrent à le menacer en disant que ce ne serait pas la fin. À la branche municipale de l'administration, les professeurs parlaient du récent incident dans le donjon. Ils craignaient qu'il ne reste quelque chose de dangereux à l'intérieur. Mais alors, l'homme à l'autre bout du fil le gronda soudainement pour s'être trop mêlé des affaires du donjon. L'homme demanda alors comment il se faisait que seules 5 personnes soient restées en vie.
Le professeur rapporta alors que quelqu'un avait réussi à monter jusqu'au niveau 10 lors d'un examen pour débutants. De retour chez Hiro, il essayait d'examiner la gemme de nécromancie qu'il avait acquise. Il supposa alors que c'était le cristal responsable de la fermeture du donjon de l'intérieur. L'aura qu'elle dégage est très similaire à celle des morts. Pour tester cela, il utilisa son épée et frappa la gemme. La gemme ne bougea pas et ne fit que déclencher une puissante onde de choc. Hiro ne put que sangloter alors que ses mains tremblaient de douleur. Voyant que la gemme ne bougeait pas du tout, il retourna dans son corps et ordonna aux faucheuses de l'attaquer simultanément. Utilisant son autorité de monarque, il leur donna le signal. Un bruit sourd se fit alors entendre, ce à quoi son voisin lui cria dessus avec colère pour avoir fait du bruit à minuit. Il se demanda de quel type de matériau cette gemme était faite pour être indestructible. Il se demanda si c'était parce qu'il était trop faible et que ses attributs étaient trop bas. Son téléphone vibra alors, attirant son attention. Il décrocha alors le téléphone et demanda qui c'était. C'était le professeur, lui rapportant que des gens étaient venus dans la zone de Warcraft. Il s'avère qu'il était là pour la chasse au parchemin d'or. En entendant cela, Hiro demanda ce que c'était et si tout le monde participerait. Il s'avère qu'il s'agit d'une compétition de classement entre diverses sociétés et par la suite du butin d'objets de monstres de haut niveau. Le professeur lui demanda pourquoi il posait cette question, ce à quoi Hiro se demanda silencieusement si cette personne participerait aussi. Il déclara alors qu'il voulait aussi se rendre à cet endroit. Le professeur fut surpris car cette zone abrite des monstres de niveau supérieur à 15. Hiro se tenait devant le point de contrôle de Daxia, l'endroit que tout le monde doit passer pour quitter légalement la ville. Il se souvint du professeur, insistant sur le fait qu'il devait promettre une chose. Y aller seul aurait été plus facile pour lui, mais sa carte d'identité n'est pas encore prête. Pendant ce temps, une voix se fit entendre, appelant Oncle Jin. Elle agita même la main pour attirer son attention. Quand ils se virent enfin, ils se saluèrent. Oncle Jin dit à tout le monde de se détendre, bien qu'il leur manque encore une personne. Interrogé sur le partage du butin, il a dit qu'un gamin de niveau 10 n'aurait pas sa part. Les autres lui demandèrent alors d'expliquer pourquoi il devait se traîner un boulet. Jin leur dit alors qu'il recevrait de l'argent s'ils pouvaient emmener le gamin avec eux et le ramener vivant. Tout le monde fut surpris et eut des réactions mitigées à ce sujet. Jin aurait normalement refusé aussi, mais il révéla que ce raid était différent. Pendant qu'il parlait, Hiro se tenait déjà devant eux. Jin lui demanda alors de se présenter, ce qu'il fit. Freddy se présenta, mais activa une compétence contre lui. Hiro succomba à sa compétence d'illusion un bref instant, mais la dissipa rapidement en lui disant poliment qu'il était seulement là pour apprendre de ses aînés. Freddy ressentit soudain une vive douleur lorsque sa compétence se retourna contre lui. Jin lui demanda alors son laissez-passer, tandis que Freddy le trouvait étrange. Hiro comprit que Freddy ne voulait pas qu'il participe à ce raid. Tout est réglé et ils sont sur le point de partir, tandis que Hiro réfléchit à une excuse pour s'éclipser. À l'intérieur, il vise à extraire des cristaux magiques essentiels pour forger des armes et préparer des potions. Comme on ne les trouve que sur des bêtes de niveau 15, les artisans engagent généralement d'autres personnes pour les obtenir, et les chasseurs de cristaux comme Jin et son groupe sont des pilleurs indépendants qui chassent les noyaux de bêtes. Hiro demanda quelle était leur première étape, ce à quoi Jin répondit qu'il allait s'écarter de la routine. Il révéla qu'il y avait une information fiable concernant une bête dorée gravement blessée dans la montagne de Hellwest. Tout le monde fut surpris en entendant cela, à l'exception de Hiro qui dut demander ce que c'était. Emily expliqua alors que les bêtes dorées peuvent potentiellement laisser tomber des parchemins d'or. En entendant cela, Hiro pensa qu'il valait mieux les accompagner. Tout le monde était ravi à l'idée qu'il allait toucher le jackpot lors de ce raid. Prudent comme il l'est, Jacques demanda d'où il tenait cette information. Jin révéla que c'était le protecteur de Hiro qui leur avait fourni l'information. Jacques n'avait pas l'air impressionné, mais il ne dit pas un mot. Pour lui, cela semblait encore trop beau pour être vrai. Maintenant qu'ils sont prêts, Jin invoqua son énorme familier oiseau. Hiro le regarda, surpris de voir qu'il était aussi un invocateur. En apprenant qu'il poursuivait une vipère à croc bleu de niveau 20, tout le monde était ravi. Jin avait déjà repéré les lieux et préparé des contre-mesures pour la bête. Pensant à l'argent, ils commencèrent à discuter de ce qu'ils voulaient acheter avec. Emily ajouta qu'elle voulait aider ses parents à démarrer une entreprise, pour qu'ils n'aient pas à travailler dur. Hiro était sur le point de parler quand Freddy l'interrompit brusquement. Il changea immédiatement sa phrase, pensant qu'il était vraiment agaçant. Jin l'avertit qu'attaquer une bête n'est pas un jeu et qu'il doit suivre ses ordres. Il dit ensuite à tout le monde de monter sur sa bête pour économiser du temps et de l'énergie. Maintenant qu'ils l'ont embarqué, ils sont enfin prêts à partir. Pendant ce temps, un lézard robotique sortit des feuilles. Il regarda l'équipe de Jin et reconnut les niveaux des membres du groupe. Mais alors, il se demanda pourquoi il y avait un type avec un niveau si bas. Finalement, Jin et son groupe sont arrivés au nid de la vipère à croc bleu. L'oiseau se percha sur une falaise tandis que le groupe atterrissait au sol. Jin se tourna alors vers Freddy et lui demanda s'il avait apporté une corde. Alors qu'il descendait, Jin dit à Hiro de les attendre là car il ne pourrait pas le couvrir. Soudain, Hiro sentit quelque chose résonner en lui. Il sentit que les gemmes semblaient réagir à une certaine énergie.
Du fond de la fosse de la caverne, une brise souffla vers le haut. En embuscade se trouvait le monstre qu'il avait décidé de chasser, la vipère à croc bleu. Elle regardait droit devant, détectant la présence d'intrus dans son nid. Pendant ce temps, Freddy et les autres continuaient de descendre dans le nid. Ils avaient du mal à descendre car il n'y avait presque aucun endroit où poser le pied. Soudain, il sentit quelque chose passer en vitesse derrière lui et demanda qui était là. Ne voyant personne, il mit cela sur le compte de son imagination. Il ne se doutait pas que Hiro avait déjà réussi à s'infiltrer sous sa forme de faucheuse. Il savait que les rochers ne réagissent pas d'eux-mêmes, et que quelque chose n'allait vraiment pas dans cet endroit. Le groupe de Jin atteignit enfin le fond de la grotte. Ils continuèrent alors à parcourir les sentiers étroits à l'intérieur. Après un bon moment de marche, Jacques leur ordonna de s'arrêter. Devant eux se trouvaient d'innombrables serpents bleus qui rampaient sur leur chemin. Ils supposèrent que ces serpents devaient être les gardiens. Jacques se tourna vers Jin et le félicita joyeusement pour son information. Tout le monde se prépara alors que les serpents bleus commençaient à ramper vers eux. Sur un seul ordre de Jin, son oiseau invoqué plongea immédiatement dans la bataille et déchiqueta les serpents. Les autres membres n'avaient pas non plus l'intention de rester les bras croisés. Pendant qu'ils continuaient à se battre avec les serpents, Hiro était là, les observant. Il trouvait étrange que ces serpents aient plus que leur propre rat. Il sent qu'il y a une autre sorte d'énergie mélangée en eux. Il fut alors surpris car les monstres normaux disparaissent rapidement après leur mort, mais leur corps était toujours là. Soudain, le corps d'un serpent mort se mit à enfler d'une lumière verte. Il explosa alors, libérant un épais nuage de gaz toxique vers eux. Jin fut surpris. Il ne s'attendait pas à ce que cela arrive. Ils se tournèrent alors vers Emily et lui demandèrent d'utiliser la dissipation. Mais à leur grande horreur, Emily se retrouva incapable d'utiliser la moindre compétence. Jacques se demanda ce qui se passait et si les serpents d'azur pouvaient vraiment faire ça. Pendant ce temps, un autre serpent se faufila à travers eux en ricanant. Il s'approcha ensuite de Jin, lui demandant sarcastiquement des nouvelles de l'information qu'il lui avait vendue. Jin fut surpris, se demandant pourquoi il avait fait cela après avoir payé une fortune pour l'information. Mais le serpent se moqua seulement de Jin pour s'être laissé aveugler par un simple parchemin d'or. Le serpent révéla alors qu'il était de la classe chasseur. Hiro fut surpris en entendant cela. C'était le genre qui tend des embuscades et chasse les gens dans la nature. Jin ordonna à ses hommes de se retirer et d'oublier le parchemin d'or. Soudain, la pièce fut remplie d'une autre sorte de fumée. Le serpent retourna en rampant dans le tunnel, disant que le roi serpent était enfin réveillé et qu'il allait les poursuivre. Il se tourna alors vers Emily, lui proposant de la sauver si elle acceptait de devenir sa guérisseuse. Enragé, Freddy trancha soudainement la tête du robot. Le vrai cerveau derrière tout ça était à l'extérieur, espérant sarcastiquement qu'il serait encore en vie dans une heure. Il s'assit sur la falaise, pensant qu'il était celui qui récolterait tout. Il se demanda où était passé le type manquant, mais pensa qu'un freluquet de niveau 10 ne causerait pas de problème. Il ne se doutait pas que ce même freluquet de niveau 10 l'observait déjà par derrière. Le cerveau de l'opération se reposait nonchalamment près de la falaise, pensant à quel point la situation était pratique pour lui. Soudain, son téléphone vibra à cause du message d'une connaissance. Il décrocha le téléphone, se demandant qui pouvait bien l'appeler à cette heure. L'homme l'appela Lézard et lui demanda où il était, ce à quoi il répondit qu'il travaillait. Hiro continua d'écouter aux portes pendant que l'homme poursuivait l'appel sans le savoir. En écoutant, il apprit qu'il visait en réalité l'Académie Huaking. Lézard continua de parler au téléphone d'une fille forte à Huaking. En entendant cela, Hiro pensa que c'était la personne qu'il cherchait. Il se pencha plus près pour mieux entendre leur conversation, mais les sens aiguisés de Lézard ne manquèrent pas sa présence cette fois-ci. Les yeux de Hiro s'écarquillèrent quand il fut repéré, tandis qu'une puissante explosion suivit l'attaque de Lézard. Lézard dit que la raison pour laquelle quelqu'un manquait était que Hiro se cachait. Pendant ce temps, la plupart des faucheuses de Hiro étaient mortes lors de la récente attaque. En le regardant, Hiro pensa que Lézard était l'adversaire le plus effrayant qu'il ait rencontré. Lézard lui dit alors qu'il n'était pas intéressé par un novice de niveau 10. Hiro se retourna, confus que l'ennemi le laisse partir. Mais les plans de Lézard étaient bien loin de cela, alors qu'un sourire malicieux s'étirait sur ses lèvres. Soudain, son lézard robotique sortit du sol et se jeta sur Hiro. Le robot avala tout entier le Hiro confus, tandis que Lézard lui-même éclata de rire en se moquant de la naïveté de Hiro. La bouche du robot se referma d'un coup sec, enfermant Hiro à l'intérieur. Lézard ne pouvait s'empêcher d'être ravi par le sentiment d'écraser un espoir naissant de ses propres mains. Il admit alors qu'il avait eu peur un instant après que l'autre ait survécu à son attaque sans une égratignure. Mais maintenant qu'il s'en était occupé, Lézard baissa sa garde et se retourna. Pendant ce temps, Hiro survécut en transférant sa conscience à son avatar. Il savait que l'ennemi le pensait déjà mort. Pendant ce temps, son vrai corps qui était à l'intérieur du robot scannait tout l'endroit. L'ange déchu termina de scanner le lézard mécanique. Ayant rempli toutes les conditions de prise de contrôle, l'ange déchu lui demanda s'il voulait s'emparer du lézard mécanique. Hiro ne perdit pas de temps et ordonna immédiatement la prise de contrôle. Instantanément, les yeux du robot brillèrent différemment en réponse à sa prise de contrôle. Maintenant, la situation s'est inversée et la proie est devenue le chasseur.
De retour dans la grotte, tout le monde luttait pour faire face à la vipère à croc bleu. Le serpent n'était pas disposé à reculer et continuait d'avancer. À cause de cela, Emily avait du mal à maintenir la barrière pour les protéger. Freddy accusait la brume empoisonnée de tout à l'heure de les avoir ralentis. La vipère à croc bleu continua d'avancer et fissura le bouclier. En un rien de temps, la barrière s'effondra et Jacques fut repoussé. Il s'effondra sur le sol, toussant en pensant que c'était la fin. Pendant ce temps, Jean se reprochait d'avoir amené tout le monde à cet endroit. Se sentant responsable de leur vie, il chargea imprudemment pour tuer le serpent. Jacques l'appela avec inquiétude en le voyant attaquer le monstre boss. Pendant ce temps, le serpent rugit en se préparant pour une autre attaque. Alors que tout le monde appelait Jean avec inquiétude, la faucheuse de Hiro fonça au-dessus d'eux. Ils furent surpris de voir la faucheuse frapper soudainement le monstre à la poitrine. S'ensuivirent des orbes de foudre dorée qui furent lancés, infligeant des dégâts internes au serpent. La faucheuse sauva rapidement Jean alors que le monstre tombait au sol. Pendant ce temps, tout le monde se demandait ce qui avait soudainement tué le monstre. Jean prit la parole et demanda à la faucheuse pourquoi elle l'avait sauvé, ce à quoi la faucheuse se contenta de le regarder avec des yeux froids. Elle déposa ensuite Jean au sol tandis qu'il disait qu'il devait être étourdi pour parler à une créature invoquée. Mais alors, Jean fut surpris lorsque la faucheuse lui demanda s'il lui restait des orbes. En l'entendant parler, il se demanda si la faucheuse était vraiment une créature invoquée. Alors que la fumée se dissipait, ils virent Jean parler avec la faucheuse. Jacques regarda la faucheuse, se demandant qui c'était exactement. Jean dit qu'il lui restait encore un orbe de tonnerre, ce à quoi la faucheuse répondit qu'il y avait un autre ennemi là-haut. Mais Jean dit à Hiro que ceux-ci sont inutiles contre une carapace extérieure dure. Soudain, la faucheuse remarque que l'ennemi arrive enfin. L'endroit tout entier trembla alors qu'une énergie cramoisie sinistre s'infiltrait de l'ouverture de la caverne. Tout le monde était en alerte. Le chasseur venait pour les traquer. Lézard est intervenu, surpris de voir qu'il était encore en vie. Il a dit qu'il pensait que ce serait une mort horrible pour eux. Il ne savait pas que le faucheur se cachait déjà et guettait sa tête. Lézard continuait de jacasser sur le fait de prendre les cristaux magiques rares pour lui. Freddy vit que le chasseur était sur le point de s'emparer de leur cristal magique durement gagné et courut vers lui. Mais Lézard ne le laissa pas faire et ordonna à son robot de le tuer. Mais le robot ne bougea pas, ce qui lui fit supposer qu'il avait un dysfonctionnement. Voyant cela, il décida de le faire lui-même et attaqua Freddy. Alors que ce dernier s'accroupissait près des cristaux magiques, un rayon doré fonça sur lui. Il le frappa directement et le repoussa, le faisant gémir de douleur. Freddy fut projeté et atterrit devant Jacques et Emily, tandis que Lézard ramassa le cristal magique et déclara qu'il lui revenait. Il dit en plaisantant que ça ferait de lui un bandit et en rit. Soudain, le robot Lézard bougea sans ses ordres. Il se retourna pour voir ce qui s'était passé. À sa grande surprise, le robot Lézard se mit à l'attaquer. Il recula, se demandant ce qui était arrivé à son robot, tandis que le faucheur se faufilait derrière lui. Le faucheur réussit à lui porter un coup dans le dos. Cela ne sembla pas suffire à lui infliger des dégâts, car Lézard exigea de connaître l'identité du faucheur. Ce dernier dit froidement qu'il était juste là pour lui ôter la vie, tandis que le premier haletait. La situation s'est retournée contre lui. La proie qu'il était censé chasser le chasse maintenant. Il serra les dents, pensant qu'il n'avait plus le choix maintenant. Maintenant qu'il est acculé, il prévoit d'ingérer le cristal magique pour augmenter sa puissance. Jacques et Jean furent alarmés de le voir tenter d'avaler le cristal magique. Sans hésitation, Lézard enfourna le cristal magique dans sa gorge. Cependant, le faucheur révéla que ce qu'il avait avalé n'était pas un cristal magique. Soudain, Lézard ressentit une douleur aiguë qui le fit pâlir. Il s'effondra au sol, tremblant en se tenant le ventre. Plus tôt, Jean expliquait que l'ennemi devait avaler l'orbe de foudre pour qu'elle fasse effet. Le faucheur dit qu'il avait un plan et demanda s'il avait quelqu'un qui pouvait utiliser des illusions. C'est alors que Jean comprit enfin ce que le faucheur essayait de faire. L'orbe de foudre continuait de ravager le corps de Lézard de l'intérieur. Il s'effondra alors au sol, son corps fumant et inconscient. Jean était surpris et n'arrivait pas à croire que ça avait vraiment marché. Pendant ce temps, Freddy et Emily étaient si épuisés qu'ils ne pouvaient même pas se tenir debout. Le faucheur lui conseilla alors de partir rapidement car il avait une organisation derrière lui. Freddy insista pour qu'il cherche d'abord l'antre du boss, mais Jacques l'arrêta. Il expliqua que l'équipe était faible et qu'il devait d'abord privilégier la survie. Il dit qu'il devrait lui laisser ça en guise de gratitude pour les avoir sauvés. Freddy comprit ses paroles et obtempéra. Il se tourna ensuite vers le faucheur et lui demanda comment il connaissait ses capacités d'illusion. Le faucheur répondit simplement qu'il en avait fait l'expérience. Freddy fut alors surpris en découvrant que la véritable identité de cet homme était Héros. Après leur départ, le faucheur découpa le visage du méca lézard. Le vrai corps de Héros en sortit. Il s'étira, soulagé d'avoir enfin réussi à sortir. Il regarda ensuite Lézard, qui gisait mort sur le sol. Il se demanda si son apparence avait changé après sa mort. Sans perdre de temps, il pilla immédiatement sa robe de déguisement et d'autres objets de valeur. Il fut alors surpris de voir qu'il y avait un livre de compétences parmi les objets de Lézard. Il fut également surpris de voir qu'il y avait des parchemins de trésors dans l'inventaire de Lézard.
Il s'avère que les parchemins dorés dont il parlait sont en fait ces parchemins de trésors dorés. Il demanda alors à l'ange déchu pourquoi il y avait un livre de compétences en argent dans des parchemins de trésors dorés, ce à quoi il répondit que le livre de compétences n'était qu'une partie du trésor doré. L'ange déchu lui demanda alors s'il voulait l'ouvrir ou préserver sa valeur. Héros ne perdit pas de temps et tenta sa chance, obtenant la compétence taillade sombre en ouvrant le parchemin. C'était une compétence descente qui lui permettrait de se fondre dans les ténèbres et de tendre une embuscade. L'ange déchu lui demanda alors s'il voulait améliorer l'effet du livre de compétences. Héros était sur le point de refuser, disant que les livres de compétences étaient hors de sa portée, mais la gemme se mit soudain à réagir de nouveau. Elle pointait vers une partie plus profonde de la grotte du serpent, laissant présager des trésors cachés enfouis à l'intérieur. Quand il vérifia, il trouva un énorme œuf de serpent en train d'éclore. Soudain, la gemme de tout à l'heure se mit à léviter, le surprenant. Elle se mit alors à absorber l'énergie de l'œuf de serpent, surprenant encore plus Héros par sa capacité à convertir l'énergie en expérience. Il réussit à gagner de l'expérience jusqu'au niveau 12 et à débloquer la compétence taillade sombre. Mais ensuite, l'œuf de serpent continua d'émettre une énergie puissante qui le déséquilibra. Héros tenait à peine debout en regardant l'œuf de serpent. Il était alarmé de voir que l'œuf de serpent se battait contre la gemme, risquant de faire s'effondrer la grotte. Il attrapa la gemme et prévoyait de partir, pensant que ce serait un gâchis de la laisser. Mais il fut ensuite surpris en continuant de la tenir. La gemme ne bougeait pas, peu importe la force avec laquelle il tirait. En colère, il s'en prit à la gemme pour avoir défié sa volonté. L'émission d'énergie continua et la grotte commença à s'effondrer, même la partie extérieure de la montagne. Pendant ce temps, une femme nommée Freya le sentit et dit que quelqu'un arrivait. Elle se retourna joyeusement et déclara que quelqu'un venait la sauver. Ses ravisseurs étaient confus après avoir entendu ces paroles insensées. Ils lui dirent alors qu'il n'y avait pas âme qui vive dans ces montagnes. Les ravisseurs se mirent alors à flirter entre eux, ce à quoi elle leur dit avec dégoût d'arrêter. Alors qu'ils continuaient leur chamaillerie, Héros passa derrière eux, déguisé. Les ravisseurs furent alarmés et le menacèrent de ne pas s'en mêler. Pendant ce temps, Freya était heureuse de voir quelqu'un qui pourrait la sauver. Mais Héros continua simplement son chemin, sans se soucier de trois. Les ravisseurs étaient ravis qu'il semble avoir peur car il s'éloignait. Mais Freya, désespérée, lui demanda de l'aide par communication spirituelle. Bien qu'il ait entendu qu'elle venait de l'université de Huaking, les ravisseurs continuèrent de la harceler. Mais l'intérêt de Héros fut finalement piqué quand il entendit parler de l'université. Freya continua d'expliquer son affiliation avec l'université. Tandis que les ravisseurs étaient alarmés, elle lui offrit de le présenter à l'université en échange de son aide. Les ravisseurs se moquèrent de Freya pour avoir espéré que l'homme la sauverait. L'un d'eux commença à l'agresser, la faisant se recroqueviller de terreur. Sur ce, elle utilisa ses compétences pour se téléporter loin du ravisseur. Héros fut surpris quand Freya se téléporta derrière lui. Elle parvint à se téléporter, mais elle était toujours ligotée. Remarquant cela, Héros se demanda quel genre de compétences Freya venait d'utiliser. Les ravisseurs se transformèrent en loups-garous et décidèrent de se débarrasser d'eux. En les regardant, Héros n'en fut pas moins alarmé. Freya l'avertit qu'ils étaient tous les deux des métamorphes bestiaux de niveau 16. L'un des loups ne perdit pas de temps et chargea immédiatement sur lui, ce à quoi Héros invoqua aussitôt son faucheur. Le loup-garou fut surpris lorsque le faucheur abattit sa faux sur lui. Mais après avoir vu qu'il n'était qu'un simple invocateur de niveau 13, ils se mirent à se moquer de lui. Héros afficha un sourire sarcastique et rétorqua, les traitant de simples chiens. Le loup-garou était furieux et gronda contre lui, menaçant de le tuer. Freya lui demanda frénétiquement pourquoi il le provoquait. À cause de cela, le loup-garou entra dans son état d'amélioration secondaire. Freya expliqua que ses fluctuations d'énergie avaient maintenant atteint le niveau 18. Mais contrairement à son conseil, Héros ordonna immédiatement au faucheur d'attaquer. Il déclara avec confiance qu'il n'avait même pas encore utilisé toute sa force. Le faucheur leva sa hache puis l'abattit d'un coup puissant sur le loup-garou. Le loup-garou fut surpris que la créature invoquée soit si forte pour un simple niveau 13. Il fut alors surpris de sentir une autre intention meurtrière dirigée contre lui. Il repoussa immédiatement le faucheur et recula. Sa partenaire lui demanda alors pourquoi il reculait devant une simple créature invoquée de niveau 13. Il ne dit rien et jeta juste un regard à Freya. Il jeta aussi un regard à Héros, mais ne sentit aucune intention meurtrière de leur part. Il était aussi bien conscient que ça ne venait pas non plus de la créature invoquée. Il était face à un dilemme. Il fait face à un seul faucheur, mais il y a deux intentions meurtrières. Il se demanda s'il y avait une autre créature invoquée et chercha autour de lui. Voyant qu'il ne bougeait pas, Héros s'impatienta et dit qu'il allait attaquer maintenant. Le loup-garou était mort de peur, serrant les dents. Alors que le faucheur chargeait, il s'inquiéta de laisser sa partenaire seule s'il mourait. Il savait qu'il devait faire quelque chose, et cela impliquait d'utiliser ce dernier coup. Personne ne s'y attendait. L'homme s'est soudainement prosterné au sol et s'est rendu. Tout le monde fut surpris, y compris sa partenaire. L'homme se mit à déballer qu'il n'était pas vraiment méchant et qu'il faisait juste semblant, mais Héros ne les croyait pas, ce à quoi il expliqua que c'était Freya qui les avait volés en premier. Freya parut coupable,
mais elle dit que les abattre était un acte de justice compte tenu de leur réputation. Sa partenaire commença à s'en prendre à lui pour avoir grillé leur couverture, ce à quoi il répondit que c'était la bonne chose à faire. Furieuse, elle décida de s'occuper de Hiro elle-même, ce à quoi il lui dit de ne rien faire d'irréfléchi. Soudain, il sentit de nouveau l'intention meurtrière de tout à l'heure. Tremblant, il comprit que c'était à cause de l'ombre de l'adversaire. Il fut effrayé à mort et emporta immédiatement sa partenaire avant de s'enfuir. Freya dit qu'il devait les poursuivre, mais Hiro n'était pas d'accord. Il dit qu'il ne fallait pas pourchasser les rasaculés car il pourrait encore avoir une carte cachée. Il reprit alors son apparence d'origine et posa des questions sur l'université de Huaking. Freya fut surprise de voir que son visage avait changé. Hiro lui dit que la cape qu'il portait pouvait le déguiser. En entendant qu'il était aussi un étudiant, elle n'arrivait pas à le croire car aucun invocateur ne s'était récemment éveillé. Elle le traita de menteur, disant qu'aucune classe normale ne pourrait jamais atteindre plusieurs niveaux juste après l'éveil. Mais ensuite, elle réalisa enfin quelque chose. Elle se souvint qu'elle avait déjà été témoin d'un second éveil. Hiro se demanda comment Freya le connaissait, ce à quoi elle se contenta de glousser. S'il découvrait quelle était la raison pour laquelle Chan était après lui, elle aurait des problèmes. Il lui demanda de l'amener déjà aux gens de Huaking, mais elle lui dit de ne pas se presser et de vérifier d'abord le trésor. Mais en entendant qu'il n'était pas intéressé, Freya se demanda s'il était fait de bois ou quelque chose du genre. Malgré son désintérêt, Freya continua de sortir la légendaire carte du royaume secret. Elle explique que c'est une carte menant à un donjon rempli de trésors. Elle dit que ce n'est qu'un quart de la carte et que le donjon est extrêmement dangereux. C'est pourquoi elle avait besoin d'un partenaire et lui demanda s'il voulait faire équipe. Mais à sa grande surprise, Hiro était déjà parti après avoir entendu ses bêtises. La nuit tomba rapidement, et ils se retrouvèrent tous les deux autour d'un feu de camp. En l'entendant se présenter, elle fit de même et se présenta comme étant Freya. Freya lui proposa de l'aider à trouver la personne que Hiro cherchait, ce à quoi ce dernier demanda si elle connaissait Tori. Freya fut surprise d'apprendre que Hiro avait une sœur aînée. Il précisa que Tori était sa sœur cadette, ce qui fit supposer à Freya qu'elle avait été admise par dérogation spéciale. Elle se souvint qu'une seule personne avait été admise par dérogation spéciale, mais qu'elle portait un nom différent. Cela l'intrigua encore plus, car quelqu'un d'aussi talentueux qu'elle devrait être célèbre. En entendant cela, Hiro resta sans voix en se remémorant un souvenir. À l'époque, ses colis étaient toujours retournés car personne ne les recevait à Huacheng. Le livreur lui dit qu'il n'y avait personne du nom de Tori à Huacheng. Il essaya par tous les moyens de la joindre, mais cela se solda toujours par un échec. Il jura de les faire payer s'il osait un jour faire du mal à sa seule famille. Freya lui dit de se détendre, affirmant que Huaking n'était pas un endroit dangereux pour sa sœur. Elle lui demanda ensuite s'il connaissait les règles d'admission à l'université, ce à quoi il les récita toutes. Cependant, elle révéla qu'il y avait en fait une règle non écrite. De la classe A, les ressources s'améliorent, plus les classes sont élevées. Cela poussa Hiro à demander si cela signifiait que les gens trichaient aux examens d'entrée. Mais plus que ça, ils font carrément disparaître un concurrent, surtout un second éveilleur comme lui. C'est pourquoi il serait préférable qu'il ne vise pas une place plus élevée à l'école. Elle se leva alors, bâillant en disant qu'elle avait sommeil. Mais au fond, elle espérait qu'il la supplierait de devenir sa coéquipière. Mais le voyant toujours désintéressé, elle lui demanda s'il ne voulait pas entrer en classe et faire équipe avec elle. Elle fut alors stupéfaite quand il commença à analyser la situation avec une perspicacité approfondie. Il savait que la plupart finissaient dans les classes AB, et que personne n'avait jamais atteint la classe A. La raison en est que les forts ne sont pas élevés dans des serres. Compter sur une équipe pour progresser rend complaisant, et cela vous tue dans un monde où la force est tout. C'est pourquoi Hiro était curieux de savoir pourquoi elle tenait tant à le recruter. Ses mots visaient juste, et Freya se sentit coupable pendant qu'il parlait. Elle ne pensait pas qu'il serait aussi perspicace et admit qu'elle était bien en train de le recruter. Mais c'était plutôt un investissement, car elle ne pouvait voir que son potentiel futur. Elle révéla aussi que c'était parce qu'elle faisait confiance à son sixième sens, qui est plus fort que la plupart. C'est pourquoi elle ne peut s'empêcher d'attendre qu'il devienne assez fort pour changer le monde. Elle savait que lorsque cela arriverait, beaucoup seraient laissés pour compte. En ville, les rues étaient animées et remplies des échos des transactions commerciales. Hiro se retrouva aéré dans les rues animées. Freya prit alors la parole. C'est la ville d'Everest, connue comme la seule zone de commerce humaine de la montagne de l'Ouest. On dit qu'un maître des formations de haut niveau et plusieurs grands bâtisseurs l'ont créé pour tenir les bêtes à l'écart. Mais Hiro n'était pas intéressé et lui demanda pourquoi elle avait changé de vêtements, ce à quoi elle répondit qu'elle n'avait besoin d'aucune raison pour le faire. Il demanda ensuite où était ce type, ce à quoi elle répondit qu'il n'était pas facile à rencontrer. Elle ajouta qu'il avait un petit frère agaçant. Pendant qu'il parlait, Chan intervint et salua Freya. Il rapporta que les préparatifs du troisième raid étaient terminés et lui demanda où elle s'était enfuie. Il lui attrapa soudain les mains et lui ordonna de venir avec lui. Hiro mit rapidement son déguisement et arrêta Chan. Freya fut surprise qu'il ait pu se transformer si rapidement, tandis que Chan semblait furieux qu'il se mêle de ses affaires. Hiro utilisa assez de force pour réussir à repousser Chan.
Ce dernier réalisa qu'il était du type amélioration corporelle, et comme il agissait ainsi, Chant n'était pas prêt à céder. Voyant qu'un combat pouvait éclater, Freya arrêta Chant et changea de sujet. Elle lui dit alors de se dépêcher et d'aller immédiatement au troisième raid. Elle lui précisa également que Héro n'était pas affilié à eux. Héro resta sans voix en les regardant tous partir. Freya s'est alors retournée et a utilisé sa communication spirituelle, s'excusant auprès de Héro. Ce dernier pensa que son Dark Slash était bien pratique, permettant à sa faucheuse de se fondre dans les ténèbres. Mais soudain, les membres de l'homme dont il usurpait l'identité sont apparus derrière lui. Ils ont interrogé Héro, qui était déguisé en leur membre, le lézard poison. Ce n'est qu'à ce moment-là que Héro réalisa que cet homme était celui à qui Lézard parlait au téléphone tout à l'heure. Alors que l'homme nommé Pyro le saluait, il comprit que ces gens étaient les complices de Lézard. Il a continué à se montrer amical en faisant des blagues, ce à quoi Héro a répondu par un petit rire. Mais Pyro a senti que quelque chose n'allait pas quand Lézard a réagi à ses blagues, alors qu'il ne le fait jamais d'habitude. Il lui a demandé quelle était son identité et a déchaîné ses pouvoirs pour le griller. C'était assez puissant pour que 2 de ses faucheuses meurent en encaissant cette attaque. Héro serra les dents en essayant de résister à la puissante attaque de l'ennemi de niveau 18. Mais il a été stupéfait en remarquant soudainement quelque chose. La gemme de tout à l'heure a commencé à absorber l'énergie de l'attaque ennemie. Même Héro n'arrivait pas à croire ce qui se passait juste devant lui. Tout comme ce qui s'était passé avec l'œuf de serpent, la flamme de l'ennemi a également été avalée. Pyro a pleuré alors que ses flammes bien-aimées étaient avalées par Héro. Cela ne lui rapportait pas beaucoup de points d'expérience, mais Héro était ravi de la possibilité de monter de niveau rapidement. Pyro a appelé Lily, plaidant qu'il avait subi une perte cette fois-ci. Lily est alors arrivée par derrière, surprenant Héro. Elle lui a demandé de rendre les flammes de Pyro, disant qu'il l'avait seulement puni pour avoir désobéi aux ordres. Héro l'a taquiné, demandant s'il croyait maintenant qu'il était le vrai lézard poison. Lily a expliqué que seul son méca lézard pouvait encaisser de front les flammes de Pyro. C'est là qu'il a réalisé qu'il avait juste eu de la chance en battant lézard plus tôt. Pyro a ajouté qu'il n'avait jamais douté de son identité et voulait juste lui offrir un accueil enflammé. Héro a rétorqué qu'il ne lui rendrait pas cet accueil. Lily a demandé à Pyro si la perte de ses flammes compromettrait le plan, ce à quoi il a répondu à peine. En entendant cela, elle lui a dit de considérer cela comme une leçon et a pressé tout le monde de se mettre en route. Pyro était complètement découragé que ses flammes bien-aimées aient été avalées. Derrière eux se tenait Héro, les observant avec une extrême prudence, surtout Lily. Pyro lui a alors dit de se bouger et de les aider avec le boulot. Ils continuèrent tous les trois à marcher dans la rue. Pendant ce temps, dans l'arène, Freya semblait furieuse en marchant aux côtés de Chant. Elle regardait autour d'elle, essayant de chercher Héro dans l'endroit. Ils sont ensuite entrés dans un bâtiment, et Chant a appuyé sur le bouton de l'ascenseur pour l'étage où il voulait aller. Il a ensuite dit que le niveau maximum était de 25 ici, et que son frère voulait l'atteindre. En arrivant au 17e étage, quelqu'un est entré dans l'ascenseur. C'était Wendy et Lester, qui parlaient de ne pas aller au 18e étage à cause d'une certaine personne. Wendy lui a alors demandé s'il avait peur de cette personne, ce à quoi Lester a répondu qu'il voulait juste tester le caïd de la classe 2, d'aîné à cadet. Mais Wendy savait que faire jeu égal avec cette personne serait un miracle. Lester a ensuite mentionné que le concours de chasse au parchemin d'or avait déjà déraillé. Ils ont alors regardé la plateforme en contrebas, commentant la bête rare qui s'y trouvait. Dans l'arène, on peut voir un homme affronter une bête massive. Il haletait en tenant son épée, mais il n'était pas prêt à abandonner. Ce n'était autre que Jin, jurant qu'il sauverait son équipe. En le voyant, Ira se demanda pourquoi il était là. Pyro lui a alors demandé s'il connaissait l'homme qui se battait en bas. Il a nié, disant qu'il se demandait juste quel genre d'homme se bat dans un match sans espoir. Pyro lui a alors dit que quelqu'un avait forcé Jin à signer un contrat d'esclavage et qu'il était devenu un simple outil. Il a aussi remarqué que ce n'était pas quelque chose que les arts auraient cautionné, car il avait fait pire. Mais en entendant Hiro le menacer, il a immédiatement changé de sujet. Soudain, Lily est apparue derrière eux et a dit qu'elle avait déjà tout planifié. Beaucoup de gens de Huaking sont arrivés et ils doivent être prudents. Lily s'est alors tournée vers Pyro pour lui rappeler de prendre les choses au sérieux. Hiro a été alarmé quand il a été révélé qu'il allait les voler. En un rien de temps, le programme a commencé et l'hôte a officiellement lancé la grande finale des enchères. Il a présenté à tous le dernier article, un objet rare et exceptionnel de la guilde. En entendant l'introduction, la foule était extrêmement curieuse de savoir quel pourrait être ce trésor. L'hôte a dit que la foule avait peut-être vu de nombreux trésors ordinaires, mais que celui-ci était différent. Il a ensuite demandé à tout le monde s'il avait déjà vu un trésor humanoïde. Dans la loge VIP, Yuki s'est installé avec Freya et Chant en tant que représentant de la société des chasseurs. L'hôte n'a pas voulu perdre de temps et a immédiatement montré à tout le monde le trésor dont il parlait. Ils ont alors apporté une cage montrant la silhouette d'un monstre à l'intérieur. Hiro a été surpris en voyant cela. Ils ont alors révélé qu'il s'agissait de la femme araignée à visage humain. N'ayant jamais rien vu de tel auparavant, la foule était complètement stupéfaite. La femme araignée était troublée alors que tout le monde la regardait depuis les écrans. Chant a révélé qu'il n'y aurait aucune archive sur ce monstre car c'est un spécimen rare.
Il a ajouté qu'il utiliserait ce monstre pour atteindre leurs objectifs. Freya a été surprise d'entendre qu'il traiterait le pauvre monstre comme un outil. Chant a révélé avec enthousiasme qu'elle n'était pas n'importe quel monstre, mais qu'elle avait quelque chose de spécial en elle. Mais avant qu'il ait pu finir de parler, un de ces hommes a été soudainement projeté au loin. Chant a regardé Yuki avec de la peur dans les yeux. Il a fermé les yeux, disant à Freya de ne pas s'en soucier car elle le découvrirait bientôt. Cette dernière l'a seulement regardé sans prononcer un seul mot. L'hôte a continué en facilitant les enchères pour la femme araignée à visage humain. Le pauvre monstre semblait triste d'être traité comme un objet de divertissement. Un des enchérisseurs a offert 3 millions pour pouvoir tuer le monstre. Un autre homme d'affaires a offert 4 millions pour pouvoir la torturer. Pendant ce temps, un autre enchérisseur arborait un air sale en pensant à des idées dégoûtantes. Mais avant qu'il ait pu finir ses mots, il a soudainement ressenti une vive douleur dans son corps. Sur sa poitrine, une empreinte de fleur a commencé à éclore, le surprenant. Un autre spectateur à l'esprit mal placé a demandé à l'homme ce qu'il voulait faire de la femme araignée. Soudain, l'empreinte de fleur sur sa poitrine a brillé plus intensément, libérant des tiges et des plantes violettes partout, terrifiant tout le monde. Tous ceux qui sont entrés en contact avec la fleur ont été infectés, leur force vitale étant drainée de leur corps. Voyant cela, l'hôte des enchères a rapidement demandé des renforts pour la situation. Soudain, il s'est retourné en remarquant quelque chose derrière lui. Juché sur le dessus de la cage se trouvait Pyro, surprenant l'hôte des enchères quand il l'a vu. Il a ensuite poliment demandé s'il connaissait quelqu'un de l'université de Huaking. L'hôte a répondu avec hésitation, disant que certaines des loges VIP au 2e étage en abritaient. Pyro a levé les yeux et a vu qu'il y avait beaucoup de loges au 2e étage. Il a alors sorti son bazooka, disant qu'il n'avait pas d'autre choix que de les éliminer un par un. Le canon de son arme a commencé à condenser de l'énergie en se rechargeant. Ensuite, il a déchaîné un puissant rayon pour les abattre. Le rayon a traversé l'air, se dispersant en attaques séparées. Ces attaques semblables à des âmes ont commencé à dévorer chaque loge du 2e étage. Pyro a ri de manière démoniaque en commençant à semer le chaos partout. Pendant ce temps, Yuki est resté immobile sur son siège, impassible face à l'attaque, se protégeant avec une barrière. Il regardait seulement droit devant lui avec une expression féroce. De leur côté, Chant et Freya se demandaient ce qui venait de se passer. Yuki a alors jeté un regard sur le côté, demandant pourquoi il n'était pas mort. C'étaient Lester et Wendy. Émergeant des fissures du mur, Lester a demandé où étaient les autres membres de la société des chasseurs, ce à quoi Wendy a répondu qu'il avait dû partir tôt après la fuite de l'information. Ils ont ensuite dit que le nom de Yuki en tant que chef de la société des chasseurs pouvait dissuader la plupart des étudiants. Cependant, cela ne pourra pas arrêter les vrais chasseurs en quête de sensations fortes. Pyro se tenait au sommet de la cage métallique, exprimant son exaltation pour le combat à venir. Alors que tout le monde s'enfuyait, Hero pensait que c'était une bonne occasion de se débarrasser d'eux. Et pour être sûr, il prévoit d'envoyer une de ses faucheuses pour vérifier. Soudain, il a entendu quelqu'un l'appeler par son vrai nom par derrière. Il s'est retourné pour vérifier, demandant si la personne derrière le reconnaissait. Jean a précisé que c'était parce qu'il avait vu un mort marcher à nouveau, alors il a deviné ce qui s'était passé. Hiro a essayé de dire qu'il était peut-être le vrai lézard et qu'il prévoyait de le tuer à nouveau, mais Jean est complètement convaincu qu'il est bien Hiro. Alors que tout le monde essayait de courir et de s'échapper, Jean a continué à dire à Hiro qu'il devait livrer sa lettre à sa famille. Il lui a tendu la lettre et a assuré que sa famille le récompenserait. Hiro a demandé si c'était à cause du contrat d'esclavage qu'il ne pouvait pas le faire lui-même. Jean est resté silencieux, disant qu'il lui restait encore quelque chose à faire. Il a quitté les lieux tristement, disant qu'il ne pourrait plus jamais revenir. Pendant ce temps, un autre étudiant s'est effondré sur les genoux. Mais malgré cela, Pyro s'ennuie toujours après avoir abattu tant d'étudiants. Mais à sa grande surprise, quelqu'un a soudainement applaudi et loué son audace pour avoir défié une bête humanoïde. Un homme se tenait là, lui ordonnant de laisser la femme araignée et de déguerpir. Il a dit qu'il n'était pas son adversaire et que sa cible se trouvait ailleurs. Pyro n'a pas aimé que cet homme le prenne de haut. Il s'est énervé. Il s'est alors tourné vers Lily et lui a demandé de le tuer, mais elle a dit qu'il provoquait Pyro et non elle. Mais Pyro sait qu'il n'est pas de taille contre lui. Il voulait juste sauver sa dignité. Le vieil homme a souri, amusé de voir son attitude insouciante. Il n'a pas perdu de temps et a bondi vers lui assénant un coup solide au menton qu'il a envoyé voler. Le coup de poing était si puissant qu'il l'a projeté contre un mur. Chant et Freya ont été surpris de voir que Pyro s'est fait battre en un seul coup par le vieil homme. Freya lui a alors dit de regarder attentivement le vieil homme. Il s'est avéré que ce vieil homme était en fait un chasseur de niveau 23 avec la profession de boxeur explosif. L'homme a commencé à réprimander les étudiants de l'université de Huaking, disant qu'il était trop faible. Mais en entendant cela, Wendy n'a pas pu s'empêcher de rire. Le vieil homme était confus et lui a demandé de quoi elle riait. Wendy lui a alors demandé si l'université de Huaking était un endroit où des vagabonds comme lui pouvaient entrer comme dans un moulin. Le vieil homme a changé d'attitude et a négocié avec eux. Wendy s'est tournée vers Lester, lui demandant de s'occuper du vieil homme. Lester a alors dit au vieil homme que le niveau ne faisait pas tout.
Pendant ce temps, Hiro écoutait leur conversation sous sa forme de faucheuse. De l'autre côté se trouvait Yuki, sirotant sa tasse de thé et restant impassible. Lester a commencé à se charger en énergie, disant qu'un simple écart de 3 niveaux n'était rien pour lui. D'un mouvement rapide, Lester a réussi à s'approcher du vieil homme en un rien de temps. Il a ensuite déchaîné un coup de poing puissant, suffisant pour projeter le vieil homme au sol. Il était tellement furieux, sa fierté ne pouvait pas supporter d'avoir été projeté au sol. Mais avant qu'il ait eu le temps de se mettre en colère, ses bras ont commencé à geler. Mais Lester ne lui a laissé aucun répit pour récupérer et s'est jeté sur lui. Cependant, il a aussi été surpris en voyant ce qui arrivait au vieil homme. Des étincelles ont commencé à envelopper le corps du vieil homme alors qu'il gémissait de douleur. Lester n'a pas pu s'arrêter et est allé droit sur le vieil homme bien qu'il ne le veuille pas. Une puissante explosion saine est suivie, libérant des fumées d'énergie bleutée. Wendy a été surprise en voyant cela et a appelé Lester avec inquiétude. Pendant ce temps, les chasseurs parlaient de la stupidité de Jin de s'être fait piéger dans un contrat d'esclavage. Ils mangeaient tranquillement un barbecue tout en continuant à discuter de leurs affaires. Il s'est avéré qu'ils prévoyaient de faire une transaction concernant un parchemin d'or. Ils parlaient encore quand soudain, leur base a été détruite par quelque chose. Ils se sont retournés tous les deux, alarmés par l'agitation soudaine. Quand ils ont regardé, ils ont vu Jin debout devant eux. Le blond l'a reconnu, tandis que l'autre a demandé si c'était un ennemi. Le blond a alors dit à l'autre que c'était lui qui avait été piégé dans un contrat d'esclavage. Blondie a alors lancé ses couteaux avec des fils magiques vers Jin, pensant qu'il serait facile de le maîtriser. Les couteaux ont transpercé sa poitrine, et il n'a même pas riposté. Il s'est effondré sur les genoux alors que les hommes commençaient à s'approcher de lui. L'autre a posé sa main sur la tête de Jin, se préparant à activer sa capacité de lecture de pensée. Sa tête a alors été engloutie par une énergie violette lorsque la capacité a été activée. Les souvenirs de la perte de ses coéquipiers se sont rejoués dans son esprit. Le souvenir de la rencontre de son équipe avec un groupe de méchants est également apparu. Le souvenir suivant montrait le moment où ils essayaient encore de quitter l'endroit, et le dernier souvenir vu était celui où il tenait 3 pilules dans sa main. La capacité de lecture de pensée de l'homme a alors été interrompue car il a remarqué quelque chose. Blondie lui a demandé s'il avait trouvé la source du cristal magique doré, ce à quoi l'autre a répondu que l'image s'était coupée après qu'il ait vu 3 pilules. Soudain, Jin a disparu devant lui et est apparu soudainement derrière. Il lui a alors violemment claqué la tête au sol, laissant l'homme inconscient. Il s'est alors relevé, émanant une puissante lueur rouge de tout son corps. Blondie a été surpris en voyant et en reconnaissant l'aura rouge foncée qu'il utilisait. Mais avant qu'il ait pu finir ses mots, Jin a réussi à s'approcher et à se pencher vers lui. Il l'a alors attrapé par le cou et l'a soulevé dans les airs. Il a demandé où étaient ses coéquipiers, ce à quoi Blondie a demandé s'il avait pris la drogue interdite. Impatient, Jin lui a claqué la tête sur le grill. Blondie a senti la chaleur du grill lui brûler le visage. Jin a répété sa question, demandant où étaient ses coéquipiers. Blondie n'a eu d'autre choix que de lui dire qu'ils étaient tous allés à l'arène interdite. Finalement, entendant l'information dont il avait besoin, il a décidé d'écraser complètement la tête de Blondie. Il a ensuite levé les yeux, sa destination étant désormais l'arène interdite. Sur le toit du lieu cible, on voyait des gens préparer un rituel d'éveil. Ils se plaignaient, mais leur patron se méfiait extrêmement d'une certaine personne et devait organiser cela. Il a admis qu'il tuait pour voler des trésors, mais cet homme dont il se méfiait, c'était comme s'il était né pour tuer. Pendant ce temps, Wendy continuait d'appeler désespérément Lester qui avait été pris dans l'explosion. À son grand soulagement, Lester a répondu et l'a assuré qu'il allait bien. Il avait réussi à ériger une barrière pour se protéger du feu. Wendy a lancé d'urgence sa magie pour aider Lester à sortir de là, mais ce dernier lui a dit d'arrêter car cette chose dévore le pouvoir. Wendy a été surprise quand sa magie lui a été arrachée. Elle a immédiatement fait ce qu'il a dit et a coupé son pouvoir. Elle a alors baissé les yeux sur la magie qui avait commencé à dévorer sa capacité. Sean et Freya ont tous deux été surpris par ce genre de capacité et ont pensé que c'était étrange et effrayant. C'est à ce moment-là que Yuki s'est finalement levé et a dit à Wendy qu'il ne pouvait tenir que 10 minutes de plus. Ils l'ont regardé alors qu'il luttait pour maintenir sa barrière et bloquer l'attaque. Ils ont aussi jeté un coup d'œil à la femme araignée qui était piégée dans la cage. Yuki a alors déclaré que la fille araignée serait à lui, ce à quoi Wendy a consenti à la condition qu'il ne prenne qu'elle. Ils se sont mis d'accord sur les termes et Yuki a commencé à agir. Un nuage d'énergie bleutée a alors été conjuré au-dessus de la brume violette en contrebas. Pyro a été surpris en voyant cela. Le nuage bleuté brillait si fort au-dessus de Hiro qui se cachait en bas, ainsi que de Lily qui semblait indifférente alors qu'elle continuait à s'asseoir tranquillement. Yuki a alors pris la parole et a demandé à quelqu'un de sortir puisqu'il était déjà là. TITAE, Hall se cachait dans le cadavre de tout à l'heure, parlant car il trouvait la situation intéressante. Même Lily a été surprise et a demandé quand Hall était arrivé. Hero a également été surpris et a demandé de quel genre de capacité il s'agissait, sentant qu'il avait été vu lui aussi. Wendy a commencé à libérer des étincelles jaunâtres en remarquant les 4. Elle a ensuite serré les dents en chargeant sa compétence. D'un seul coup, elle a tiré plusieurs flèches de foudre vers les ennemis.
Le cadavre où Hall se cachait a été touché. Lily a esquivé sans effort l'une des flèches, tandis que Hiro était surpris d'avoir été repéré par l'ennemi. Pyro a à peine évité la flèche qui visait directement sa tête. Il a ensuite utilisé ses compétences de feu pour retrouver son équilibre. Il était sur le point de baisser sa garde, mais a été surpris de voir les flèches revenir vers lui. Il s'est enfui désespérément, n'arrivant pas à croire que les flèches avaient une capacité de pistage. À l'extérieur du campus, se tenait Hiro qui a fait remarquer que les étudiants de Huaking sont terrifiants. En voyant le niveau qu'il devait atteindre, il a su que la priorité était de devenir plus fort rapidement. Soudain, il a remarqué quelque chose de familier en regardant le sol. Il a vu Jin se promener dans les parages, émanant une aura rouge sombre. Hiro a alors sauté et a appelé Jin qui ne semblait pas l'entendre. Il lui a attrapé l'épaule et lui a demandé ce qui lui était arrivé. Mais soudain, Jin a libéré une puissante aura cramoisie qui l'a repoussé. Hiro était totalement surpris, serrant les dents en regardant l'état étrange de Jin. Ce dernier l'a regardé en retour avec des yeux injectés de sang et une expression de colère. Hiro a reconnu son étrange pouvoir et a demandé ce qui s'était passé en si peu de temps. Soudain, la gemme a commencé à réagir au pouvoir que Jin dégageait. Hiro s'est demandé si c'était le pouvoir qui fuyait, mais il a conclu que ce n'était pas le cas. Il a reconnu que ce pouvoir était similaire aux flammes de Pyro, mais la réaction de la gemme était nettement plus calme. Il ne pouvait que serrer le poing en regardant Jin s'éloigner dans cet état. Pendant ce temps, on voyait Pyro demander désespérément à Lily de le sauver. Cette dernière le regardait alors qu'il criait pathétiquement, poursuivi par la flèche de foudre. Soudain, elle a reconnu une aura et a compris que la formation avait été activée. Elle a ensuite interpellé Wendy, l'appelant la fille à l'arc. Elle lui a alors dit de tout donner la prochaine fois qu'elle se verrait, ce à quoi Wendy, énervée, a répondu qu'elle n'échapperait jamais à ses flèches de toute façon. Lily n'a pas répondu et a commencé à se téléporter à travers l'espace. La flèche de foudre décochée par Wendy a manqué sa cible et Lily s'est échappée. Wendy a été très surprise de voir que ses flèches avaient échoué. Soudain, Lily est apparue devant Pyro qui était toujours poursuivi par la flèche de foudre. Elle l'a alors pressé de tendre la main, ce dont Pyro s'est réjoui. Dès qu'elle a saisi sa main, elle l'a tiré hors de la trajectoire de la flèche et ils se sont échappés. En voyant cela, Chan et Freya se sont demandé si Lily était une professionnelle de type spatial extrêmement rare. Hors de cet endroit, le portail de Lily est apparu et ils en sont sortis tous les deux. Pyro s'est plaint d'avoir l'air pathétique devant les ennemis, ce à quoi Lily a demandé s'il ne voulait pas être sauvé. Pyro a dit qu'il ne voulait pas fuir, et Lily a alors transféré les flèches dans une autre dimension. Mais elle a ensuite révélé que les plans avaient changé. Ils ont ensuite été surpris de voir que le rituel d'éveil avait mal tourné. L'entité du cercle d'éveil a commencé à massacrer tout le monde en vue. Pyro a demandé ce que ces types faisaient. Alors que Lily disait qu'il essayait de réveiller l'araignée à visage humain, Yuki et la société des chasseurs, ainsi que Wendy et Lester, se tenaient devant l'araignée humaine. Ils prévoyaient de révéler la véritable forme de ce monstre. L'énergie instable du rituel d'éveil a commencé à se déchaîner sauvagement. Elle a ensuite tiré un puissant faisceau rouge vers le ciel. Pyro l'a regardé avec admiration, tandis que Lily lui disait d'arrêter car il devait filer. Le faisceau est alors tombé du ciel, et Yuki l'a regardé avec surprise. Le faisceau est tombé directement sur la femme araignée qui était dans la cage. À l'extérieur de l'endroit, tout le monde a vu le puissant cercle d'éveil s'activer au-dessus d'eux. Pendant ce temps, Hall a possédé un autre cadavre et s'est adressé à Yuki. Il a ensuite souri largement, commençant le massacre de toute la ville. Le cercle d'éveil s'est intensifié et a dégagé une quantité d'énergie encore plus immense. Tous ceux qui ont vu cela ont reconnu que cela provenait des 18 terrains interdits. Du cercle d'éveil dans le ciel sont apparues des toiles d'araignée. La femme araignée a alors sauté dessus, tissant d'autres toiles pour s'enfermer dans un cocon en atterrissant. Hiro a levé les yeux, se demandant ce que c'était. Il a alors été révélé que toutes les proies à moins d'1 kilomètre de ce domaine voyaient leur niveau supprimé. En regardant la femme araignée s'enfermer dans son cocon, Hiro s'est demandé comment elle allait chasser. Mais soudain, d'innombrables araignées ont été invoquées de sa toile et sont descendues sur les habitants de la ville. Tout le monde a couru désespérément alors que les araignées commençaient à les tuer un par un. Hiro a salué l'intelligence de la femme araignée qui utilisait des invocations pour accumuler des points d'expérience. Cependant, ces monstres seuls ne suffiront pas à le vaincre. Hiro a sauté dans les airs, regardant l'une des araignées alors qu'il se préparait à attaquer. Dessous le sol, la grande faucheuse a alors émergé en tenant une lance. Elle a ensuite transpercé la tête de l'araignée et s'est lancée directement sur la femme araignée. Dans les airs, Hiro a attrapé la lance et a profité de son élan. La lance l'a transportée directement jusqu'au cocon de la femme araignée. Il a alors sorti la gemme, prévoyant d'éliminer le chef en premier. La gemme a commencé à absorber l'énergie de la femme araignée. Voyant qu'il n'y avait pas de résistance, Hiro a baissé sa garde. La femme araignée à l'intérieur du cocon dormait pendant qu'elle absorbait les points d'expérience. Mais ce que tout le monde ignorait, c'est que la marque derrière sa nuque a commencé à briller. Elle a ensuite éclos et a libéré d'innombrables petits vers qui ont rampé sur son corps. Soudain, Hiro a senti quelque chose de différent en absorbant l'énergie de la femme araignée.
Il a jeté un coup d'œil au cocon qui commençait à se comporter différemment. Le cocon a commencé à libérer une immense quantité d'énergie qui a repoussé Hero. Quelque part dans la ville d'Eversleep, Pyro a été surpris que la femme araignée fasse partie du plan des Halls. Elle lui a alors révélé qu'on ne lui avait pas dit exprès, compte tenu de sa personnalité. Elle a ajouté que s'il avait su qu'il faisait juste semblant d'attaquer la femme araignée, il n'aurait pas agi naturellement. Ils sont ensuite entrés dans un bâtiment et ont vu une lettre sur la table. Lily l'a ramassée, reconnaissant que c'était un message des Halls pour eux. Il a alors été révélé que la malédiction qu'il avait plantée à l'intérieur de la femme araignée avait été déclenchée par quelqu'un. Pendant ce temps, Hiro s'est retrouvé au sol, couvert d'échymoses. Il a essayé de se relever, se rappelant que quelque chose s'était réveillé dans le cocon et l'avait repoussé. Il a levé les yeux vers lui, se résolvant à découvrir ce que c'était. Soudain, il a vu une explosion à une certaine distance, ce qui l'a surpris. Quand il a regardé, il a vu Freya et le reste des étudiants se faire projeter. Il s'est avéré que Yuki venait de déclencher une attaque puissante. Du sol, un squelette a commencé à s'assembler pendant qu'il félicitait Yuki. Ce n'était nul autre que Hall lui-même, spéculant que Yuki voulait le tuer. Il lui a alors dit de se dépêcher d'essayer de le tuer avant que la femme araignée ne grandisse et n'atteigne le niveau 30. Hall a alors fait une suggestion. Yuki apprivoisera la femme araignée et Hall massacrera tout le monde. Yuki n'a pas semblé apprécier la suggestion et a menacé de tuer Hall. Ce dernier n'était pas dérangé, disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il agisse de cette façon. Il a alors dégagé une énergie sinistre et écrasante en disant que Yuki l'avait déçu. Mais d'un mouvement rapide, Yuki a réussi à se faufiler derrière Hall. Ce n'est qu'alors que ce dernier a remarqué que Yuki était sur le point de lancer une attaque contre lui. Ce fut une victoire sans effort pour Yuki, car il a instantanément brisé le corps des Hall. Il a alors déclaré avec confiance qu'il ne choisirait jamais. Le corps squelettique écrasé des Hall gisait immobile sur le sol, mais ce n'était pas encore sa fin car son énergie cramoisie a commencé à se condenser. L'énergie cramoisie a pris une forme humanoïde en parlant. C'était Hall, lui demandant de choisir entre souffrir vivant ou mourir à contre-cœur. Yuki a gloussé, déclarant qu'il pourrait facilement trouver son vrai corps. En entendant cela, Hall a été surpris. Yuki a alors étendu ses mains sur le côté et a libéré son énergie. En tant que maître de l'espace, Yuki peut sentir chaque présence cachée dans cet endroit. En entendant cela, Hall a pensé que sa capacité était trop puissante. Avec sa barrière engloutissant toute la zone interdite, il peut sentir la présence de tous ceux qui s'y trouvent, et c'est suffisant pour qu'il s'occupe des Halls. Il n'a pas perdu de temps et a lancé sa compétence d'annihilation. En un rien de temps, tout a commencé à se désintégrer dans le néant. La puissante énergie libérée a été suffisante pour repousser tout le monde. Shan a été projeté au sol, serrant les dents en tombant. Freya a alors demandé si Shan allait bien pendant que Hiro se tenait là. Mais en voyant Hiro, Shan est devenu extrêmement enragé. Il a immédiatement chargé contre Hiro, portant la rancune d'avant. Mais son attaque a été bloquée sans effort par la grande faucheuse, surprenant Shan en la voyant. La grande faucheuse était assez puissante pour le repousser et l'envoyer voler. Shan était extrêmement surpris en regardant Hiro et son invocation. Il ne pouvait pas croire que Hiro était plus talentueux que lui, capable de progresser si vite. Freya lui a alors dit d'arrêter de faire l'idiot. Elle a dit que ce n'était pas le moment pour ça, ne sachant pas qu'une araignée la lorgnait. Heureusement, Hiro a été assez rapide pour la mettre hors de danger. Remarquant l'état plus frénétique de l'araignée, il savait que la mère araignée allait bientôt s'échapper, mais Freya ne pouvait tout simplement pas partir et sacrifier la bête d'or pourpre. C'était une lignée qui n'était pas apparue depuis des siècles et qui apparaît dans moins de 5% de toute l'histoire des monstres. Mais malgré tout, le risque auquel ils doivent faire face maintenant est trop grand. Pendant ce temps, Yuki a déclaré que Hall était le premier à avoir échappé à sa compétence d'annihilation. Avec confiance, il a déclaré qu'il se souviendrait de lui. Pendant ce temps, 2 autres chasseurs ont été vus à l'extérieur de l'endroit. Hall a dit que Yuki n'est pas une cible facile, tandis que Baki a dit que les choses ne s'étaient tout simplement pas passées comme il le voulait. Il a ajouté que Yuki ne simulerait jamais sa faiblesse, étant donné sa personnalité. Sachant que Yuki est de type spatial, Hall a deviné que Yuki s'était simplement coupé de la suppression du domaine. Il a alors compris qu'il ne pouvait pas isoler l'espace, ce qui est sa faiblesse. Baki a fermé les yeux et lui a demandé pourquoi il était là, ce à quoi il a répondu qu'il était initialement juste venu vérifier le parasite maudit qu'il avait planté sur la femme araignée. Alors que Baki se levait, Hall lui a rappelé de ne pas gâcher le plan. Entendant son attitude de défi, Hall n'a pu s'empêcher de soupirer et de dire qu'il n'avait aucune discipline. Mais quand même, ce n'était pas un voyage inutile pour lui. Après tout, il avait trouvé Jin, un hôte intéressant pour son énergie. Hall a levé la main, conjurant une boule d'énergie cramoisie alors qu'il déclarait Jin comme son prochain hôte. Il a ensuite libéré d'innombrables malédictions semblables à des vers, les dispersant partout. Les vers ont commencé à s'enfouir dans les humains qu'ils trouvaient, creusant à travers leur dos et leur poitrine pour entrer dans leur corps. L'un de ces vers s'est alors approché de Jin, entrant dans son corps par l'arrière de sa tête. Maintenant, le plan des Halls est prêt à prendre forme. Avec autant de personnes infectées,
il prévoit de donner naissance à un nouveau roi à travers le corps de Jin. Les humains infectés ont rugi en se précipitant vers Jin. Héros a vu cela et a reconnu le vieil homme, ce à quoi Freya a demandé s'il reconnaissait quelqu'un. Il a révélé qu'il avait autrefois rejoint le groupe de Jin, celui qui se faisait submerger en ce moment. Freya a senti que quelque chose n'allait pas, spéculant qu'il avait pris au moins 3 pilules interdites. Ces pilules sont données aux esclaves liés par des contrats, contenant un pouvoir brut qu'aucun corps humain ne peut supporter. Une seule pilule détruit les organes internes, et en prendre 3 devrait certainement tuer un individu. Il s'avère que la raison pour laquelle il n'a pas explosé est que la gemme a absorbé le pouvoir des pilules plus tôt. Hiro s'est approché de Jin, disant qu'il voulait qu'il livre lui-même la lettre à sa famille. Mais Freya l'a immédiatement arrêté, disant qu'il ne pouvait pas y aller. Hiro lui a alors demandé pour quelle raison il ne pouvait pas y aller. Freya a activé sa compétence, lui demandant de voir les choses par lui-même. Elle a ensuite placé ses doigts sur son front et a activé sa capacité. Un seau lumineux sur ses mains a émis une énergie verte. C'était la compétence appelée l'arbre de vie. Hiro a demandé pourquoi il se sentait lié au battement de son cœur, ce à quoi elle a répondu qu'elle pouvait absorber tous les dommages que Hiro subissait. En entendant cela, Hiro a demandé avec inquiétude à Freya si elle irait bien. Cette dernière l'a seulement taquiné et a dit que son arbre de vie ne mourrait pas si facilement. Hiro s'est éclairci la gorge et a demandé comment sa capacité pourrait l'arrêter. Mais quand il a ouvert les yeux, il a été surpris par ce qu'il a vu. Il a vu les arbres représentant les forces vitales des personnes en face de lui. Freya a expliqué que ce sont leurs arbres de vie, et que l'arbre flétri de Jin signifie qu'il est déjà mort. Soudain, il a été surpris d'avoir vu autre chose. Il y avait un parasite accroché à l'arbre de vie de Jin et qui contrôlait son corps. Hiro a reconnu que le cocon avait le même ver, ce qui l'a incité à poser plus de questions. Il a serré les dents, tandis que Freya lui disait qu'il ne devait pas être imprudent. Mais voyant son état perturbé, elle lui a dit que cela ne lui ressemblait pas. Pendant ce temps, 2 chasseurs ont été vus planant au-dessus de la ville sur une bête ailée. Ils envisageaient de dire à Yuki de se retirer. Mais du bon côté, cela signifie que la bête d'or pourpre appartiendra à leur société de chasseurs. Shan a attrapé la main de Freya et lui a demandé qui avait lié leur arbre de vie à elle. Cette dernière a retiré vivement ses bras et l'a assuré qu'elle pouvait aussi lier Yuki. Mais sachant qu'elle ne pouvait lier que 2 personnes, Shan savait qu'il devrait être écarté. Il s'est alors tourné avec colère vers Hiro, qui a répondu avec une attitude dédaigneuse. Cela l'a grandement énervé et il a libéré une énergie puissante visant à tuer Hiro. Voyant ses compétences de niveau 16, Hiro s'est préparé à la confrontation. Mais soudain, l'espace autour de Shan a été coupé, les surprenant. Il en va de même pour Freya qui a également été surprise. Ils ont ensuite été téléportés loin de Hiro. Derrière lui est alors apparu Yuki qui a téléporté Shan et Freya à côté de lui. Hiro s'est immédiatement préparé à attaquer Yuki, mais ce dernier a activé sans effort sa compétence pour contrer. Avant que Hiro ne puisse faire quoi que ce soit, il a été piégé dans l'espace conjuré par Yuki. D'un simple geste de la main, il a réussi à augmenter la gravité à l'intérieur et a mis Hiro à genoux. Il pouvait à peine respirer alors qu'il serrait les dents, endurant la douleur. Mais alors, le sceau de l'arbre de vie sur sa main a commencé à briller. C'est alors que Yuki a remarqué que c'était Freya qui subissait les dégâts qu'il avait infligés. Yuki est resté sans voix un instant en la fixant, puis il a demandé si elle lui avait vraiment donné son arbre de vie. Il a ensuite ricané, surprenant tout le monde en abandonnant ses compétences. Shan s'est plaint que Yuki l'ait laissé partir si facilement, tandis que Hiro pensait que c'était un monstre. Shan s'est alors précipité pour prendre des nouvelles de Freya qui toussait à cause des dégâts qu'elle avait subis. Yuki s'est alors approché d'eux, les surprenant tous les deux. Il a ensuite sorti une pilule rouge, ordonnant à Freya de la prendre. Shan fut surpris, demandant où il avait obtenu cette contrebande interdite pendant que Hiro se demandait ce que c'était. Mais Yuki ne répondit pas et dit simplement qu'il avait déjà perdu trop de temps. Shan était fou de rage, disant que la drogue anéantirait le corps de Freya, mais Yuki n'avait que faire et n'avait besoin d'elle que pour vaincre la bête d'or pourpre, laissant Shan sans voix et incapable de répliquer. Yuki continua son chemin, menaçant de s'occuper de Shan en premier s'il interférait davantage. Pendant ce temps, Hiro se demandait pourquoi Yuki n'était pas du tout affecté par la suppression du domaine de chasse. Il parla ensuite d'une manière provocante, disant que Yuki ne s'en prenait qu'aux faibles. Ce dernier se retourna, semblant affecté par ce qu'il venait de dire. Mais soudain, Freya lui attrapa la main. Elle lui dit qu'il ne restait plus beaucoup de temps et se porta volontaire pour prendre la drogue. Elle remercia Hiro d'avoir pris sa défense, mais que c'était son arrangement avec lui. Hiro resta sans voix en entendant ces paroles. Elle ingéra la drogue tandis que Yuki commençait à conjurer une pièce spatiale autour d'eux. Ils se dirigèrent ensuite droit à travers le cocon de l'araignée mère. Pendant ce temps, Shan et Hiro se regardèrent, sans voix. C'est alors qu'un oiseau géant atterrit soudainement devant lui, transportant 2 chasseurs. Les 2 chasseurs descendirent de l'oiseau et continuèrent à se chamailler. Le visage de Shan s'illumina en les voyant, ses amis. Ils demandèrent alors comment la situation avait pu tourner ainsi, ce à quoi il répondit que c'était une longue histoire. Hiro les regarda alors tous les deux, pensant que ces 2-là étaient forts. Soudain,
Shan désigna Hiro du doigt et leur dit de l'aider à l'éliminer. En entendant cela, Hiro se prépara immédiatement au combat. L'un d'eux ne prit pas la peine d'écouter toute l'histoire et voulait juste satisfaire ses points qui le démangeaient. Il se tint devant lui disant d'utiliser son atout dès maintenant s'il voulait vivre. Pendant ce temps, Wendy et Lester se tenaient au sommet d'une falaise. Ils regardaient en bas Luke et Zuya, qui faisaient actuellement face à Hiro. Ce dernier prit la parole, disant que Luke était le troisième crétin de l'université de Huaking à l'avoir énervé. Confiant, Luke lui donna une minute pour dire ces derniers mots. Il ne se doutait pas que quelque chose provenant de l'ombre de Hiro rampait sur le sol et s'approchait de Luke. Wendy et Lester ne remarquèrent rien, mais ils sentaient que quelque chose clochait. Quand Hiro leva les mains, c'est là qu'ils réalisèrent enfin que c'était l'ombre. Luke ne remarqua l'embuscade que lorsque l'ombre avait déjà réussi à s'approcher de lui. De l'ombre, une faucheuse émergea et déchaîna un coup rapide. Luke parvint à esquiver, bien qu'il ait été surpris par l'attaque soudaine. Mais Hiro n'avait pas encore fini et envoya 2 autres faucheuses pour une attaque de suivi. Alors que Hiro continuait à commander les faucheuses avec son pouvoir, Luke commença à activer ses propres capacités en réponse. Il commença à se transformer en flamme tandis que la faucheuse brandissait son épée contre lui. Il la lança ensuite contre Luke, que ce dernier put à peine esquiver même en utilisant sa compétence de feu. Il remarqua que l'épée lui avait même éraflé le visage, ce qui le surprit. Hiro le regarda avec un regard froid et calculateur tout en évaluant la situation. Lester fut surpris que Hiro soit capable de forcer Luke à quitter sa forme de flamme. Ce dernier reprit sa posture de combat et regarda devant lui, reconnaissant les compétences de Hiro mais lui disant que c'était insuffisant. Ce dernier répliqua, disant que Luke serait mort s'il avait été du même niveau que lui. Pendant ce temps, Zuya savait que ce match allait se terminer maintenant. La forme de flamme de Luke double sa puissance, le rendant capable de tuer en un coup n'importe qui en dessous du niveau 15. Il déchaîna un coup écrasant de sa colère ardente visant Hiro, tandis que ce dernier serrait les dents, résolu à réduire en miettes l'attaque imminente. Il a ensuite invoqué toutes ses faucheuses à ses côtés, activant une formation d'attaque tout en amplifiant son autorité de monarque. Avec un lourd coup descendant de sa faucheuse, le sol fut déchiré par une énergie violette. Wendy, Lester et Shan furent tous surpris en voyant sa puissance écrasante. Même Luke fut surpris et alarmé d'avoir vu cette attaque apparemment imparable. C'est alors que le robot mécha géant de Zuya protégea soudainement Luke de l'attaque de Hiro. Ce dernier fut surpris, se demandant ce qui s'était passé. Zuya parla depuis le robot mécha, disant à Hiro que le combat était terminé, mais Hiro ne semblait pas apprécier que l'on se soit mêlé de son match. Zuya admit alors qu'il était le plus fort niveau 13 qu'il ait vu jusqu'à présent. Mais alors qu'il parlait, Hiro sentit soudainement que quelque chose était lancé contre lui. Il reconnut la compétence familière de l'anti-magie de Shan. En le regardant, on le vit sourire après avoir commis sa sale tactique. Mais alors, Zuya gronda Shan et lui dit de garder l'anti-magie pour le combat contre le boss. Le pathétique Shan n'eut d'autre choix que d'obtempérer. Pendant que Hiro sentit que la compétence anti-magie lancée sur lui était levée. Il leva alors les yeux vers Zuya, demandant ce qu'il voulait. Zuya désactiva son robot mécha et sauta devant Hiro. Il lui dit alors qu'il voulait lui donner une part dans le raid de la bête d'or pourpre. En entendant cela, Hiro n'arrivait pas à y croire et demanda ce qu'il voulait dire par là. Il enchaîna avec une autre question, demandant s'il pouvait prendre des décisions au nom de Yuki. Zuya répondit que le raid de la bête d'or pourpre nécessitait avant tout un puissant invocateur. Et en regardant Hiro, ils décidèrent qu'il était un bon candidat pour ce rôle. Zuya ajouta que l'intégrer ne serait pas un problème pour Yuki lui-même étant donné la situation. En entendant ce plan, Shan exprima vivement son désaccord. Cependant, Zuya se méfiait, pensant que la situation n'était pas juste une marée de bêtes ordinaires. Luke lui dit d'arrêter d'être si mystérieux et d'expliquer clairement la situation. Hiro fut alors surpris d'apprendre que le déchaînement de la marée de bêtes est dû à l'éveil de bêtes démoniaques de haut niveau. Cependant, tout cela n'est que pure spéculation de la part de Zuya. Shan demanda alors si la situation était assez grave pour provoquer une guerre majeure, mais Zuya lâcha enfin la bombe. Comment savent-ils qu'un seul s'est éveillé? En entendant cela, Hiro fut complètement troublé. Ce sujet lui rappela quelque chose qui s'était passé il y a 10 ans. Lors de la dernière conscription nationale, il n'était encore qu'un enfant. Là se tenait sa mère, lui demandant pourquoi il avait l'air si maussade. Il dit qu'il était triste parce que ses parents semblaient les quitter pour un voyage d'affaires. Mais Hiro savait qu'il ne partait pas en voyage d'affaires, mais dans un endroit dangereux. Puis son père intervint, lui demandant s'il n'avait pas toujours admiré les héros auparavant. Il ajouta que c'était leur travail en tant que héros, de défendre leur foyer et leur pays. Le jeune héros ne pouvait que les regarder avec confusion sur son visage, tout comme sa petite sœur. À l'époque, il baissa les yeux, s'excusant auprès de ses parents de ne pas avoir réussi à protéger sa sœur. Mais il lève maintenant les yeux avec fierté, s'adressant avec confiance à son père. Il portait en lui la leçon sur l'héroïsme qu'il lui avait enseigné à l'époque. Soudain, Yuki déchaîna une puissante énergie spatiale alors qu'il flottait dans les airs. Hiro leva les yeux vers lui, impassible face à la quantité écrasante d'énergie qui le frappait. Les étudiants de la Société des chasseurs levèrent également les yeux avec admiration. Peu de temps après,
Yuki déclara le succès de ses plans. Les petites araignées qui terrorisaient la ville commencèrent à se désintégrer, se transformant en fumée rouge alors qu'elles disparaissaient une par une. L'effet du domaine de chasse avait disparu. Il savait que Yuki avait maîtrisé la femme araignée. Lester en déduisit qu'il allait probablement s'attaquer au démon d'or pourpre ensuite et demanda s'il allait encore concourir. En entendant cela, Wendy le taquina pour être si découragé. Mais Lester avait une bonne raison. Il n'avait jamais su que l'écart de puissance entre eux était si énorme. Cependant, Wendy savait qu'il y avait une raison pour laquelle le président les avait envoyés ici. Il s'avère qu'après une divination, ils ont vu que Yuki rencontrerait le premier revers de sa vie. Pendant ce temps, les mains de Luke s'embrasèrent soudainement de flammes violettes. Zuya appela Luke, inquiet. Tandis que ce dernier semblait avoir perdu la tête, Hiro se prépara immédiatement avec sa faucheuse. Mais Luke lança alors une cage de flammes qui emprisonna Hiro à l'intérieur. Ce dernier comprit que cette cage était spécifiquement conçue pour contrer son pouvoir de nécromancie. Luke s'approcha de lui avec une aura flamboyante, déclarant qu'il était à son apogée. Hiro rétorqua que sa forme maximale semblait être encore plus lente qu'auparavant. Luke ne tolérera pas ce manque de respect et charge immédiatement pour attaquer. Imperturbable, Hiro demanda si sa vitesse plus lente était due au fait que son énergie se consumait plus rapidement. Il avait tapé dans le mille. Luke avait peur de perdre encore contre lui, même à son apogée. Refusant d'accepter ce fait, Luke lança un poing enflammé contre Hiro. Mais ce dernier se contenta de le regarder, déclarant qu'il n'avait pas utilisé cette technique depuis longtemps. Hiro le regarda avec un regard sérieux, libérant une soif de sang intense. De son côté, Luke se figea et fut surpris. Il fut stoppé net et tomba au sol en tremblant de peur. Il serra les dents et leva les yeux, seulement pour voir une faucheuse juste devant lui, brandissant une faux contre lui. Il se mit à transpirer alors que la faux s'abattait sur lui. Heureusement pour lui, le robot mécha de Zuya se tenait à nouveau là pour arrêter l'attaque. Zuya arrêta le combat et dit à Hiro de garder leur énergie pour le raid de la bête d'or pourpre. Cependant, Hiro fit remarquer que quelqu'un ne semblait pas vouloir s'arrêter, en référence à Luke. Ce dernier serra les dents, pensant que personne ne l'avait jamais autant terrifié. Il se leva avec colère et exigea une revanche, disant qu'il ne reconnaissait pas l'illusion qu'il avait créée, mais Zuya lui dit d'arrêter, lui rappelant la gravité de la situation. En entendant cela, il n'eut d'autre choix que d'écouter et d'obéir. Il se retourna et déclara qu'il prendrait sa revanche, même si ce n'était pas pour maintenant. Une fois le problème réglé, Zuya se présenta correctement, et Hiro fit de même. Mais en entendant son origine, Zuya comprit enfin qu'il était le second éveilleur mentionné par Freya. Ils comprirent maintenant pourquoi il était si fort et lui demandèrent s'il maîtrisait déjà le pouvoir de l'éveil. Cependant, Hiro ignorait totalement les changements qui se produisent après le second éveil. Voyant cela, Zuya comprit qu'il n'avait pas encore été importuné par les factions. Il savait qu'une fois tombé entre leurs mains, il ne serait rien de plus qu'une machine de guerre comme Yuki. Voyant la mauvaise humeur de Zuya, Hiro en déduisit que le changement qu'il avait mentionné n'était pas bon. Ce dernier lui dit seulement que la force des individus éveillés ne peut être mesurée par de simples niveaux. En regardant Hiro, il se demanda à quel point il serait plus terrifiant une fois qu'il maîtriserait ses compétences d'éveillé. Au bout d'un moment, Yuki descendit enfin avec Freya tandis que Chan l'appelait avec inquiétude. Il menaça alors de le tuer si quelque chose arrivait à Freya, mais cette dernière l'assura qu'elle allait bien. Maintenant, Zuya pressa Hiro de se préparer car ils allaient affronter la bête d'or pourpre. Pendant ce temps, Wendy et Lester se demandaient quoi faire dans cette situation. En dessous d'eux se trouvaient Yuki, Luke et Zuya en train de discuter de leur plan. En apprenant la nouvelle de la marée de bêtes, Yuki fut perplexe. Zuya expliqua que cette soudaine marée de bêtes était suspecte et qu'il devait quitter les lieux dans les 3 jours. Il ajouta qu'il avait de la chance d'avoir Hiro et suggéra de le laisser se joindre à eux. Mais alors, Yuki dit qu'il n'y avait pas besoin de se donner tant de mal en sortant un parchemin doré. En voyant cela, Hiro fut surpris. Freya dit à Hiro que c'était la carte du royaume secret dont elle lui avait parlé auparavant. Elle ajouta que c'était la carte complète menant au boss, la bête d'or pourpre, le nid de l'aile violette. Yuki commença à ouvrir la carte avec grâce, et le processus commença à fendre le sol en deux. La fissure s'élargit, ouvrant un chemin qui mène au plus profond gouffre de l'abîme. Hiro la regarda, tandis qu'on lui expliquait que la carte devait être ouverte à une coordonnée spécifique. Yuki le regarda alors, lui disant d'entrer s'il n'avait pas peur de la mort. Sans la moindre hésitation, il se jeta immédiatement dans la fissure du sol. Cependant, tout le monde craignait que cela ne révèle l'entrée secrète du royaume à beaucoup de gens. Zuya réfléchit, se demandant ce qu'il essayait de faire. Pendant ce temps, 2 étudiants se tenaient devant la fissure et sentaient l'aura d'un monstre à l'intérieur. Zuya suggéra alors de ne pas descendre, les amenant à se demander s'ils savaient ce qu'il y avait au fond. Mais il avait déjà dit ce qu'il avait à dire. Alors, son groupe sauta simultanément dans le gouffre de la fissure. En voyant cela, les autres étudiants furent convaincus qu'il y avait un trésor et voulurent rivaliser. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.